Voilà, donc je vais vous laisser avec la diva pour laquelle vous êtes venus. Buonasera. Buonasera. Alors on m'a dit qu'à Liège on peut parler italien. Première fois que je viens à Liège, donc j'hésite à la faire en italien ou bon finalement je vais la faire en français. Donc merci tout d'abord à vous d'être ici, j'espère que ça va aller. Est-ce que vous m'entendez pour la voix? Ça va? Ok, parce qu'on n'a pas de micro, donc j'ai dit que je parle fort. Jamais on se plaint de ça, mais là j'espère que ça va aller. Donc parfait, merci beaucoup pour nous accueillir, pour la salle. Merci à Thompson de m'avoir invité aujourd'hui. C'est la première fois que je viens à Liège. Ville qui pour moi, je suis un passionné d'histoire, donc forcément ça me rappelle plein de choses que j'ai lues, Eben et Maël, l'effort de la Première Guerre mondiale, la Grosse Bertha, tout ça, je connais bien. Donc j'ai hâte demain de découvrir un petit peu plus peut-être la ville, mais je connais bien la Belgique en revanche. D'abord ma sœur a épousé un Belge, mais il habite en Suisse, hein. Et c'est une question d'impôt. Donc je suis venu souvent quand même en Belgique, donc je sais à quel point, moi-même étant suisse, mon pays et le vôtre ont des points communs, multilinguistiques, multiculturels. Nous on a un petit peu plus de montagnes, vous avez un peu plus de mer, d'océan carrément. Et vous mangez très très bien en Belgique, ça c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement de votre pays, on mange bien, vous aimez vivre, vous aimez bien vivre, et ça c'est très important, on va en parler aussi ce soir. Vous avez des jolies femmes en Belgique, ça c'est très très bien aussi, vous avez de la chance. Et puis voilà, c'est un pays qui a ce côté similaire, petit, les Français se moquent de vous. Ils se moquent aussi de nous, mais nous on s'en fout parce qu'on voit le succès incroyable de la France ces 50 dernières années. Donc ça ne nous touche pas tellement. Je pense que vous c'est un petit peu plus compliqué, mais enfin on va parler un petit peu de la Belgique aussi ce soir, on va parler un petit peu de comment va le monde. Et avant de démarrer, je voulais en fait commencer, avant de parler une grosse heure, même peut-être 1h30 probablement, vous poser en fait d'abord quelques questions pour comprendre un peu qui vous êtes ce soir, etc. Donc je vois beaucoup de gens, des jeunes, des moins jeunes, d'abord hommes, femmes, alors les filles c'est le plus simple, levez la main. Ok, donc à peu près 15%, 10% peut-être, normal, classique, c'est dommage. Pour moi, c'est dommage, mais vous allez voir, l'année prochaine je sors mon 3e livre, parlera de les femmes, et surtout pourquoi malheureusement les femmes ne se préoccupent pas de l'avenir, alors qu'elles sont censées le faire, mais ça c'est pour mars 2014, voilà, petite annonce. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire? Qui d'ailleurs n'est pas du tout belge ici? Qui vient d'ailleurs? Qui est venu d'Allemagne, de France? Ok, quelques-uns. Donc pour ceux qui sont belges ici, qui est belge, genre de belge depuis très très longtemps? Belge de souche, très très longtemps. Ok. Belge plus récent, d'origine immigrée, comme l'italien. Moi je suis suisse d'origine italienne, donc ok, un petit peu moins. Ok, ça me donne un certain truc, mais vous vous sentez belge, ça va? Ouais, on va parler de ça aussi, c'est très intéressant l'identité d'un pays. Très bien, alors ensuite, vous allez voir, je ne parle pas beaucoup de politique, ça ne m'intéresse pas tellement, vous allez voir pourquoi. Bon, des gens qui ont une sensibilité plutôt de gauche. Ok, plutôt de droite. Ok, quelques-uns. D'extrême gauche. D'extrême droite. Ah, il y en a qui lèvent la main, c'est génial. De centre. Ceux qui pensent qu'on s'en fout, que c'est trop tard et que de toute façon ça ne veut plus rien dire. Ok. Ça, vous êtes pareil qu'en France, pareil qu'en Suisse, c'est bien, c'est intéressant. Bon, je ne sais pas si ça se fait chez vous, on est dans un pays laïque. Qui ici est dans la religion laïque? Religion catholique? Laïque? Musulmane? Moins que d'habitude. Bouddhiste, juive. Ok, pas beaucoup. Ok, très bien. Mais c'est intéressant pour comprendre un petit peu la démographie. Très bien. Alors, tout d'abord, de quoi je ne vais pas parler ce soir? Qui ici, en fait, a jamais entendu parler de ce dont je parle, de mes livres, a jamais lu mes livres, a jamais entendu parler? Rien. Quelques-uns, quand même, qui viennent en exploration. Aventurier. Très bien. Alors tout d'abord, ce dont je ne parle pas,
C'est tout ce qui touche l'apocalypse, des immenses catastrophes bibliques ou millénaristes, etc. Les calendriers mayas, les choses comme ça, ce n'est pas du tout. Alors si vous êtes venu pour ça, désolé, je ne vais pas parler d'extraterrestres, je ne vais pas parler de fin du monde. Ce n'est pas du tout mon sujet. Parce que c'est vrai que, je ne sais pas si vous voyez, hein, ça va les images? Ok. C'est vrai que malheureusement, surtout l'année dernière, en 2012, dès qu'on commence à parler de problèmes de grandes crises économiques, et comment est-ce qu'on va survivre, dès qu'on utilise le mot survivre, ce qui est le titre de mon livre, alors ça a été très vendeur, hein, je ne vous cache pas que c'est exprès, tout de suite, beaucoup de gens commencent à penser à Hollywood, à ce qu'ils ont vu dans le cinéma, les zombies, les météorites qui s'écrasent sur Terre, les raz-de-marée planétaires, les invasions d'extraterrestres, etc. C'est pas du tout de ça dont on va parler. C'est pas du tout mon sujet. Mais voilà, c'est important de dire que c'est pas du tout ce dont on va parler. Ce dont on va parler, c'est surtout que j'essaye modestement, avec les moyens qui sont les miens, d'essayer de décrire ce qui se passe vraiment dans le monde aujourd'hui. Et malheureusement, je pense que si vous avez quand je posais cette question qui n'est pas innocente sur gauche, droite, etc., et que la plupart de vous n'êtes plus dans cette optique-là, dans cette vision-là, et ce qui est le cas de la plupart des gens dans le monde aujourd'hui, c'est que vous vous rendez compte que nos systèmes d'information ne nous décrivent plus la réalité du monde. Les grands médias sont là au mieux pour nous divertir, au mieux pour nous désinformer. Ce n'est pas leur métier pourtant, et pourtant c'est ce qui se passe. Et on est en train d'entrer dans un monde qui ressemble de plus en plus au monde que décrivait George Orwell en 1984. Et donc, très modestement, j'essaye d'éclairer un petit peu sur ce que je perçois être la vérité, avec la vérité avec un petit v, hein, modestement, donc de vous montrer un petit peu ce qu'est le monde aujourd'hui. Et pour ça, je ne suis pas le seul, et je tiens toujours à rendre hommage à des gens, des grands chercheurs, des grands cerveaux, des grands penseurs, qui ont fait ce boulot et qui font ce boulot encore aujourd'hui, avant moi. Des Pierre Hillard, des journalistes, Michel Drac, Zemmour, Choprade, etc., etc. Des gens qui font le travail, Pierre Rabhi, etc. Et aussi dans le monde anglo-saxon, des gens qui font ce travail d'information. Donc je ne suis pas tout seul, on est nombreux à essayer de faire ce travail, et probablement parmi vous, il y a beaucoup de gens qui sont soit le relais d'information, ou soit qui essayent d'informer les gens. Donc on est tous un petit peu, encore une fois, moi j'essaie de rester humble, d'essayer d'informer sur ce qu'on perçoit être la réalité du monde. Parce qu'on est dans un monde où on nous cache la réalité de ce qui se passe. Alors pour démarrer, j'ai pris un petit exemple. Cette petite île, c'est l'île de Saint Matthew, qui est dans le détroit de Bering, entre l'Alaska et l'extrême-orient russe. Cette petite île, qui est un territoire américain, en 1943, c'était pendant la guerre du Pacifique, les autorités américaines se sont dit, si on a un naufrage d'avions, de bateaux dans cette région, puisque c'était une région en guerre, pas loin du Japon, des îles Kuriles, eh bien, si des marins ou des aviateurs se retrouvent sur cette île, on va essayer de mettre de quoi les nourrir. Et les gardes-côtes ont placé en 1944 des rennes, donc pas la reine d'Angleterre, des rennes des animaux, qui, n'ayant aucun prédateur et ayant énormément de nourriture, puisque c'est des lichens, ces animaux sont adaptés à l'environnement de cette île, de ces latitudes, eh bien, se sont développés, se sont reproduits, ils ont mangé, ils ont commencé à s'étendre à travers l'île, donc ils en ont posé 29. Ils ont mis 29 reines sur cette île. Avec le temps, elles se sont reproduites, et la courbe d'avancement du nombre de ces animaux est arrivée à peu près à 6000 unités, donc 6000 reines qui se baladaient sur cette île. Et ce qui s'est passé en 1964, c'est que l'hiver 64-65, puisqu'ils ont été, il y a les services de foresterie, de garde forêt, regardaient un petit peu combien d'animaux il y avait, donc ils en avaient compté plus de 6000. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un hiver très froid, et en plus ça a coïncidé avec le moment où elles ont mangé, tous ces rennes se sont étendues à travers tout le territoire, et ils ont mangé toutes les herbes, et ils en ont mangé plus que des herbes qui repoussaient. Et cet hiver-là, la population a décliné extrêmement fort, parce qu'ils ont mangé toutes les ressources. La population a baissé en un hiver jusqu'à 44 unités. En plus, pas de bol, c'était que des femelles, donc dans les années 80, il n'y en avait plus. Ça, en fait, c'est cette courbe de progression exponentielle dans un univers fini, c'est-à-dire où les ressources sont limitées,
c'est quelque chose qu'on observe fréquemment dans la nature. Vous pouvez même, si vous avez accès à l'université ou à l'école avec vos enfants à un laboratoire, vous pouvez l'essayer dans une petite éprouvette, vous mettez des bactéries, et la nourriture pour ces bactéries, elles vont se développer de manière exponentielle jusqu'à ce qu'elles aient occupé tout l'espace disponible et qu'elles aient bouffé toutes les ressources disponibles. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle un overshoot, c'est-à-dire qu'elles dépassent le seuil d'équilibre et elles s'effondrent. Et en biologie, c'est parfaitement observable et c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment. Cette courbe, qui est une courbe qui devrait être dans tous les journaux, en première page tous les jours depuis, je sais pas, 40 ans, cette courbe, c'est la courbe de progression de la population humaine dans le monde. Il y a à peu près 10 000 ans, nous étions quelques centaines de millions. Notre progression a été très très faible. Nous étions 500 millions en l'an 0, ou en l'an 1, enfin, ce que nous on appelle l'an 1. Et puis petit à petit, on a commencé à avoir de la croissance. Et c'est bientôt le bicentenaire de Waterloo. En 1815, nous étions 1 milliard sur Terre. En 1920, nous étions 2 milliards. En 1940, nous étions 3 milliards. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards et plus. À la fin de cette décennie, nous serons 8 milliards. Cette progression est exponentielle. Alors, l'exponentielle, c'est quelque chose d'assez compliqué à comprendre pour l'esprit humain, parce que nous vivons dans un monde au jour le jour où les choses sont avec des progressions très visibles qui ne sont pas exponentielles. Nous comprenons la série 1, 2, 3, 4, 5, 6, nous la comprenons bien. La série 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, c'est déjà un peu plus compliqué parce qu'on ne la voit pas tous les jours. Vous connaissez tous cette histoire du pharaon avec le type malin qui a dit bah, je veux bien avoir comme récompense une graine de riz pour chaque case, mais il faut qu'elle double à chaque case sur un échiquier. Donc évidemment, ça fait 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc. Mais au bout d'un moment, ça fait plus de grains de riz que toute la production mondiale depuis que le riz existe, depuis qu'on connaît l'agriculture. Donc c'est impossible d'avoir cette quantité. C'est l'exponentiel, c'est la magie de l'exponentiel. Le problème, c'est quand ça touche une progression d'être biologique. Dans un environnement, et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans un environnement qui est fini, qui est terminé. C'est la planète Terre, point. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est, on est 7 milliards et on est en croissance encore. La question, c'est, est-ce que nous sommes aujourd'hui à la limite? Bah, par définition, non, puisqu'on est là. Et jusqu'à présent, on est à peu près, à travers le monde, tous, à peu près vivants. Alors, je sais qu'il y a à peu près 200 000 personnes qui meurent de famine chaque année, mais c'est peu. C'est assez peu en réalité. La question qui se pose, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce qu'on est capable de continuer à grandir de manière exponentielle, même avec un faible pourcentage? Je crois qu'on augmente de 3 à 4% de la population mondiale par an. 3 à 4% sur 7 milliards, c'est du monde, hein. Ça en fait des bouches à nourrir. Je crois que c'est à peu près 90, donc 90, je peux parler suisse, 90 millions d'habitants par an, en plus supplémentaires. 90 millions de bouches à nourrir. Ça fait beaucoup de fois la Belgique, hein, 90 millions. Tous les ans. Boum, boum, boum. Et ça augmente. Hein. Donc, est-ce qu'on a suffisamment de ressources? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Donc aujourd'hui, on en a. Mais pour combien de temps? Ça, c'est une question qui est fondamentale. Et quand on parle de ressources, la ressource qu'il faut commencer à voir en premier, c'est pas la seule. C'est la ressource qu'il faut qu'on voit au premier. C'est la ressource qui permet à tous ici d'être ici aujourd'hui, qui nous permet de nous nourrir, qui nous permet de nous vêtir, qui nous permet de nous transporter. Pour être ici aujourd'hui, c'est le pétrole. C'est la ressource, le pilier sur lequel notre civilisation est bâtie. Et vous allez voir, je vais démonter un petit peu aujourd'hui sur qu'est-ce qui découle de cette ressource. Mais nous sommes tous ici à cause du pétrole. Donc la question c'est, est-ce que nous sommes encore dans un monde d'abondance de cette ressource, ou est-ce qu'on arrive vers la fin? Et pour ça, il faut bien comprendre, parce qu'on entend par-ci par-là des gens qui disent, oui c'est la fin, il n'y en a bientôt plus. D'autres qui disent, mais non, on en a encore pour 100 ans, etc. Donc il faut comprendre de quoi on parle avec précision. Donc je vais essayer de faire simple, mais précis. Tout d'abord, comment ça fonctionne un gisement de pétrole? Alors un gisement de pétrole, c'est simple. Il y a un moment où vous avez découvert du pétrole quelque part, sous terre en général, ou sous terre sous l'eau, enfin dans le sol. On comprend, les géologues et les biologistes savent très très bien comment se crée, comment
le pétrole se met en place. Hein. C'est pas un truc très, très compliqué. On sait exactement où il y en a et où il n'y en a pas. Ça, alors, à travers le monde, on est à peu près certain, on a parfaitement bien géologiquement compris, avec des satellites en plus, on sait très très bien où il y en a et où il n'y en a pas. On va voir qu'est-ce qui est rentable ou pas. Mais en gros, lorsqu'on a un gisement de pétrole, il y a un moment où on le détecte, il y a un moment où on commence à le creuser, on arrive à le pomper ou le mettre en boîte, si je puis dire, ou le canaliser dans des pipelines ou dans un réservoir. Et la production, avec le temps, elle commence bien sûr à un moment à augmenter, donc on commence à le pomper. Puis on arrive à un moment où on a mis en place l'extraction, et pendant un certain temps, ce temps peut être court, peut être long, ça dépend évidemment de la taille du gisement, et ça dépend de la vitesse à laquelle vous le prenez. D'accord ? Un gisement, je sais pas, de 100 milliards de barils, si vous mettez 4 fois plus de pompes qu'un autre similaire, ben il va aller 4 fois moins vite, enfin, il va être vide 4 fois plus vite, on est d'accord. Donc, ce temps, il peut être plus ou moins long, puis il arrive un moment où ça se vide, parce que vous avez extrait ce que vous avez, l'essentiel de ce gisement, et puis à ce moment-là, il y a une descente, une diminution d'extraction qui commence, qui arrive à un moment où on arrive au bout et il n'y en a plus. Ça, c'est un gisement. Alors, évidemment, il y a beaucoup de gisements dans le monde. Il y en a des milliers. Et si on cumule, on fait le total de tout ce qu'on extrait, de tous les gisements qu'on découvre, eh bien, la production totale, elle a tendance à suivre une courbe. Où on commence avec de la croissance, avec de plus en plus d'extraction, on arrive à un moment où ça se tarit, et à un moment, ça baisse. Ça, c'est incontestable, cette logique. Alors, ça peut être plus ou moins long dans le temps, on est d'accord. Mais cette courbe, elle est incontestable. Et en fait, c'est un géologue américain dans les années 50 qui a théorisé cette courbe, et le pic, ce qu'on appelle le pic du pétrole, ou justement, selon le nom de celui qui a théorisé cette courbe, Hubbard, donc le pic de Hubbard, enfin on va rester sur le pic de pétrole, eh bien, il y a un moment où ça va arriver. Il y a un moment où on arrive à la moitié de tout le pétrole qui existe. Et on a bouffé la moitié du pétrole. On l'a consommé. Et comme ça, c'est pas une ressource à l'échelle humaine renouvelable, ça prend des millions et des millions d'années pour se renouveler, eh bien, une fois qu'on a consommé la moitié, une fois qu'on a consommé la deuxième moitié, c'est fini. Alors, qu'est-ce que nous montrent les données des extractions de pétrole dans le passé? Eh bien, si on prend le total de toutes les découvertes et toute l'extraction du pétrole de l'Amérique, de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Asie, etc., et qu'on fait une courbe qui cumule tout cela, nous voyons que le pétrole, on a commencé à l'utiliser sérieusement à la fin du XIXe siècle. On voit que cette courbe, elle a tendance à croître assez vite, exponentiellement, dans les années 50, notamment, 60, 70. On a eu une crise pétrolière dans les années 70 qui a été simplement les prix ont monté, donc tout d'un coup, il y a eu moins de consommation, puis ça a repris dans les années 80, et on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, on a dépassé, aujourd'hui on est en 2013, en fait, on se rend compte qu'à partir de 2006, on a commencé à avoir, dans les pétroles qu'on appelle conventionnels, c'est-à-dire des pétroles, que vous en parlez, classiques, une baisse de production. Pourtant, la demande, elle reste forte. Parce que même avec une crise économique comme celle que l'on vit depuis 2008, la demande de pétrole elle est restée à peu près constante. Donc et même elle est toujours en croissance, parce que la Chine, l'Inde, eux ne sont pas en crise économique, continuent à en consommer de plus en plus chaque année. Mais on se rend compte qu'il y a de moins en moins de production. Et cette production, elle a été compensée, je vais vous en parler, par des pétroles non conventionnels, mais on va voir qu'en fait, il y en a très peu. Et donc on voit qu'on est proche. Probablement, on a même dépassé ce pic de pétrole. Probablement, on l'a passé entre 2006 et 2008. Alors évidemment, on peut le savoir qu'en regardant dans le rétroviseur. Mais on se rend compte aujourd'hui que les pétroles conventionnels ont une baisse de 6% par an. C'est énorme, 6% par an. C'est une baisse exponentielle. Alors, on va me dire, et c'est tout à fait juste, oui, mais on découvre des nouveaux gisements. C'est vrai, on découvre des nouveaux gisements. Donc, découverte de nouveaux gisements veut dire, tout d'un coup, nouvelles ressources qu'on va pouvoir obtenir, etc. Le problème, c'est que les plus gros et les plus volumineux gisements qu'on ait jamais découverts étaient dans les années 50, dans les années 60, 1964. Depuis 1964, on découvre de moins en moins de gisements et ils sont de plus en plus petits, avec de moins en moins de volume. D'ailleurs, c'est dans les années 70 que la politique américaine s'est complètement
fixé sur le Moyen-Orient. Avant les années 70, ils s'en fichaient du Moyen-Orient, ils avaient assez de pétrole chez eux. Sauf qu'ils ont vu le pic de pétrole clairement chez eux dans les années 60. Et ils ont commencé à se focaliser sur où est-ce qu'il y a encore du pétrole ailleurs. Et vous le savez, on va en parler, mais aussi pourquoi les États-Unis s'intéressent tellement à l'Afrique, c'est parce que c'est encore les endroits où il y a encore du pétrole conventionnel, relativement bon marché, rentable, relativement peu exploité. Les politiques suivent l'énergie, hein, c'est évident. Et donc on voit que depuis les années 60, les découvertes baissent, et on en découvre de moins en moins. Alors, dans le temps, un puits de pétrole, ça ressemblait à ça. C'était facile, il y avait du pétrole proche de la surface, sous pression, on faisait un trou, ça sortait, on mettait des tubes, et voilà, on a du pétrole. Ça, c'est le pétrole qu'on appelle conventionnel, c'est-à-dire simple. C'est celui d'ailleurs qu'on connaît depuis la nuit des temps. Les anciens, il y a 2000, 3000 ans, ils avaient déjà compris que le pétrole, la nafte, ça pouvait brûler, ça pouvait être utile, etc. Il y a des villes goudronnées il y a 3000 ans sur le Pakistan actuel, dans la vallée de l'Indus. Bref, aujourd'hui, de plus en plus, un gisement de pétrole, donc non conventionnel, ça ressemble à ça. Des immenses étendues de sable, là en l'occurrence c'est des schistes bitumineux, donc des sables que l'on va récolter, que l'on va traiter, qui sont imbibés de pétrole, donc qui ne sont pas, c'est pas du pétrole qui est dans une poche sous des roches, et sous pression, et donc il suffit de trouer et de pomper. Là, il faut traiter cette terre, c'est extrêmement complexe. Il y a toutes sortes de types de pétrole non conventionnel, mais quand on voit le travail qu'il faut faire, et vous voyez cette petite excavatrice, voilà, c'est des grosses machines. Et la réalité, c'est que lorsqu'on parle, et vous entendez dans la presse, ah, on a découvert des réserves gigantesques dans le nord des États-Unis, ou on a découvert des réserves en Australie, ou par exemple, ça s'appelle les forages profonds, c'est-à-dire plus de 2000 mètres de profondeur sous la mer, plus encore, il faut creuser, il faut forer. En fait, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que c'est très très coûteux d'aller chercher ce pétrole. Et en fait, les économistes nous disent, à ce moment-là, c'est pas grave. Puisque avec la rareté, et ça c'est première année d'université en économie, qui ne sert à rien, mais vous allez voir, première année d'université, on nous dit, mais plus un bien devient rare, plus son prix va augmenter, donc ça devient motivant d'aller chercher, en l'occurrence du pétrole, de plus en plus loin, et de plus en plus complexe, et de plus en plus coûteux. Ouais, sauf que là on parle d'énergie, on ne parle pas de sucre, on ne parle pas de betterave, quoi. On parle d'énergie. Et le problème c'est que quand, certes le prix monte, mais si vous avez besoin d'un baril de pétrole pour faire fonctionner les machines, les pompes, les camions, les excavatrices, pour ensuite sortir un baril de pétrole, ce baril de pétrole il peut valoir 10 millions, 1 milliard de dollars le baril, on s'en fout, ça ne devient pas rentable énergétiquement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la même manière que si on vous dit, bah, va chasser un animal et c'est la seule chose que tu as le droit de manger, s'il te faut courir 3 jours pour choper un animal qui représente 2000 calories, toi tu as besoin de 2000 calories par jour, il t'a fallu 6000 calories pour courir à travers les bois attraper ton lapin, bah, tu vas mourir. C'est pas possible, tu vas arrêter, tu vas dire non, je vais arrêter de chasser mon lapin, ça me demande trop d'énergie pour ce que je reçois. C'est le même concept, c'est l'énergie que tu obtiens par rapport à l'énergie dépensée. En anglais, Energy Return on Energy Invested. Et ça, on commence à le voir dans le temps. Dans le temps, pour un baril de pétrole, on en obtenait 90. Ça, c'était l'Arabie Saoudite, ça, c'était les pétroles très simples du Texas, l'Oklahoma, etc., Pennsylvanie. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de schiste bitumineux, lorsqu'on parle de forage profond, l'énergie nécessaire est tellement colossale que pour un baril de pétrole, on commence à en obtenir 1,5, 2. C'est vachement moins rentable. Donc on a beau découvrir soi-disant des milliards de barils, s'ils ne sont pas exploitables, s'ils sont trop complexes, s'ils sont trop loin, alors certes, il y a des nouvelles technologies qui permettent tout d'un coup de baisser les coûts et donc d'améliorer un petit peu notre efficacité énergétique. Mais ces grosses machines, elles ne vont pas fonctionner à l'électricité. Hein. Enfin, parce que le pétrole, c'est trop génial comme source d'énergie, comme concentration d'énergie dans un liquide. C'est extraordinaire le pétrole.
ça va être difficile. Et pourtant, la demande, elle continue à croître. Hein. On voit qu'on estime que dans les 20 prochaines années, la croissance chinoise va demander 2 fois plus de pétrole qu'elle en consomme aujourd'hui. L'Inde, 40% de plus, même l'Amérique et même l'Europe, 15 à 30% de plus. Nous sommes drogués à ça. Nous en avons besoin de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, parce que c'est ce qui nous permet de croître. C'est ce qui nous permet de... Chaque fois que l'essence monte à la pompe, certains d'entre vous sont peut-être dans les industries du transport, vous voyez à quel point ça impacte votre chiffre d'affaires, vos coûts, et donc les prix, et donc la capacité d'avoir une économie qui tourne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les gouvernements font tout pour que les prix restent bas, parce que c'est vital à notre système économique. Le problème, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va faire un petit exercice ensemble, c'est que si on est arrivé à la moitié, si c'est vrai, alors effectivement, moi je pense que c'est le cas, nous avons atteint le pic, c'est-à-dire que nous avons atteint la moitié du pétrole. On va pouvoir me dire, bon, bah, c'est bon, ça fait 150 ans qu'on utilise du pétrole, maintenant on est arrivé à la moitié, il nous reste 150 ans. Sauf que notre croissance est exponentielle. On va faire cet exercice. Si vous avez des ressources totales donc qui vont de 0 à 100%, et que vous avez une consommation qui est exponentielle parce que nous sommes de plus en plus nombreux et que nous en consommons de plus en plus, à quel moment de ce temps T on a consommé la moitié? Vers la moitié? 50%, c'est donc là. À quel moment l'intersection elle se fait? Elle est là. Et l'intersection, elle est très proche. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de temps pour arriver à la moitié, et il faut très peu de temps pour la deuxième moitié. Donc c'est un peu la voiture de course, poussée à 200 km/h, il voit le mur, et tout d'un coup on se dit merde, on est proche du mur, et vous êtes à 3 mètres du mur. C'est trop tard. C'est très rapide. Donc on va bouffer la deuxième moitié de toutes les ressources pétrolières du monde très 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 vite. Pas en 150 ans, probablement en 20 ans, peut-être même moins. Donc ça, c'est très très important à comprendre, c'est que l'exponentiel nous impacte et va nous impacter de manière déterminante dans ces prochaines années. Et c'est pas quelque chose qui sera pour nous, c'est pas un problème pour nos petits-enfants, c'est même pas un problème pour nos enfants, enfin quoique, c'est un problème pour nous maintenant, tout de suite. C'est fondamental et c'est incroyable que ça ne soit pas... Je ne suis pas le seul à parler de ça, hein. Je n'ai pas inventé la poudre avec cette histoire, c'est vraiment quelque chose dont on parle, mais ça reste dans des cercles très très fermés et pourtant c'est quelque chose de très important. Le problème c'est que ce n'est pas que le pétrole, c'est toutes les matières premières, charbon, tous les métaux, bauxite pour faire l'aluminium, fer, tout, zinc, même le gaz naturel, bien qu'on en ait un petit peu plus longtemps, même le charbon, bien qu'on en ait encore, mais de très mauvaise qualité. Toutes les ressources naturelles, elles ont ce même phénomène. Notre croissance et notre demande, elle est exponentielle, et les ressources, elles sont relativement finies, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de réouvrir des mines qui ont été abandonnées depuis 40, même parfois plus anciennes, parce qu'on se dit, merde, on a besoin de charbon, on va chercher le charbon qui reste, mais bon, il est un peu de mauvaise qualité, mais voilà, c'est ça ou rien, donc on va quand même le chercher. Mais ça devient plus coûteux, ça devient plus compliqué, etc. On réouvre des mines dans ces régions. Je pense que vous en avez aussi en Belgique qui ont réouvert. Il y en a qui ont réouvert en Allemagne, il y en a qui ont réouvert en Belgique. C'est pas par hasard, hein. C'est pas parce qu'ils se disent « Ah ouais, chouette, on va refaire. » Non, non. C'est parce qu'on en a besoin. Et ça va commencer à nous poser des problèmes. Et ça, c'est le premier gros élément problématique dont je parle dans mes livres, mais que avec lequel j'essaie de sensibiliser les gens. C'est que ça, c'est un gros problème, et c'est une tendance lourde, et c'est pas une question de droite, de gauche, de centre, de travers, c'est en train d'arriver, point. C'est inévitable, on est dedans, et on est largement dedans, et on ne peut pas changer ça. Deuxième problème lourd, qui est lié, c'est que comme nous sommes nombreux, le résultat de notre consommation, notre mode de vie, c'est du déchet. Déchet sous forme de pollution, sous forme d'ordures, de manière colossale. Nous sommes en train de transformer les océans dans des immenses dépotoirs, et pas que avec des grosses ordures comme des pneus ou des machines à laver, et tout ce qu'on voit pour ceux qui font de la plongée, vous voyez des trucs quand vous allez dans les lacs ou les mers, mais aussi par de la micropollution, par évidemment ce qui est beaucoup plus sensationnel lorsque l'on voit des marées noires, etc. Mais par exemple, on en discutait encore ce matin, depuis que mesdames, vous utilisez la pilule, c'est pas votre faute, hein, c'est comme ça,
eh bien, dans vos urines partent des produits chimiques qui sont utilisés pour régler, justement, pour vous rendre infertile de manière temporaire. Ça finit par les urines, ça finit dans les rivières, qui finissent dans les mers, et les poissons finissent par être également rendus stériles. Et donc on voit des immenses étendues de mer qui sont totalement vides, d'une part parce que nous les rendons chimiquement stériles, mais en plus parce que ce qui reste, on est en train de pêcher de manière colossale tout ce qui reste, et c'est pas nous, les pêcheurs belges, hein, c'est nous les humains, c'est-à-dire que quand l'Union européenne dit bon, maintenant on doit régler la pêche et que le 15 janvier vous avez déjà pêché tout le quota de l'année, derrière arrivent les Japonais, les Chinois, et puis yallah, quoi. Ils y vont, bon, on va faire comment sans poisson? Parce qu'on parle de chaîne alimentaire. Pareil pour les espèces terrestres. Nous sommes en train de... Alors bien que dans les pays du Nord, par exemple, on plante plus d'arbres qu'on en défriche. C'est le cas en Suède, c'est le cas en Europe et même de plus en plus aux États-Unis. Mais dans les pays tropicaux équatoriaux, pour pouvoir faire de l'huile de palme, pour pouvoir avoir de nouvelles terres agricoles, parce qu'il faut nourrir ces 7 milliards d'habitants en courante croissance, et eux, ils ne sont pas comme les Allemands à 1,6 enfants par couple, hein, en Indonésie, au Congo, etc. Ça y va, quoi. Donc, ça déforeste. Et le résultat, c'est que nous sommes également dans un effondrement, ce que j'appelle un effondrement écologique. C'est que de plus en plus, les niches écologiques s'effondrent les unes après les autres, et comme elles sont toutes un petit peu liées les unes avec les autres, alors pour l'instant, c'est loin. C'est dans les océans, c'est en Amazonie, c'est en Indonésie, mais ça va nous toucher, ça, parce qu'on est tous imbriqués dans cette écologie globale. Et mon approche, c'est pas « ah, j'aime les arbres, donc je suis écolo ». La question, c'est nous faisons partie d'un environnement que nous sommes en train de détruire. Et on ne parle même pas de réchauffement climatique à ce point-là, c'est simplement la quantité colossale de pollution, de destruction que nous créons dans l'environnement par notre mode de vie, c'est comme ça. Qui est en train de nous apporter, ça c'est le deuxième point fondamental, c'est que ça nous apporte à une destruction des environnements, à une destruction des espèces. Nous sommes en train de créer une extinction massive des espèces animales. Et ça, malheureusement, on arrive à l'usure totale de toutes les ressources. Mais en fait, c'est pire que ça. Parce que notre agriculture, ce qui nous permet de vivre, je sais pas, est-ce qu'on a des agriculteurs dans la salle? Genre métier agriculteur? Moi, presque, je suis en train de travailler un petit peu. Voilà, c'est un beau métier. De plus en plus, l'agriculture, c'est plus le paysan, dans le sens pays, qui prend soin de sa terre. C'est de l'industrie, c'est de plus en plus de l'industrie, et c'est plus des gestionnaires que des agriculteurs. C'est de plus en plus, bon, on traite des centaines d'hectares, et puis on va les vendre sur Internet avec de la bourse, et en fonction des prix. Enfin, c'est un métier qui devient de plus en plus technique, de plus en plus complexe, et qui est basé sur une agriculture de plus en plus, enfin, ça, c'est pas nouveau, hein, c'est en partie la Révolution verte qui a voulu ça, qui est une agriculture de plus en plus industrielle, de plus en plus intensive, et qui a comme problématique d'abord d'avoir ces machines, elles ne tournent pas au solaire, hein. Elles ont besoin de diesel pour tourner, mais parce qu'on parle de concentration, on parle d'économie d'échelle, et elles ont aussi cette tendance à détruire les sols et utiliser énormément d'eau. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que tout ce qui est en rouge, c'est évidemment des régions où on a de gros problèmes d'eau. Alors évidemment, c'est surtout des régions désertiques, mais on le voit de plus en plus en Europe du Sud, en Espagne ou aux États-Unis, dans les zones traditionnellement de forte production agricole, en Californie, dans le Midwest, etc. Mais aussi dans des pays où il y a énormément de population, en Pakistan, en Inde. Tu sais, c'est pas par hasard que l'Inde et le Pakistan ne veulent pas lâcher le Cachemire. C'est les glaciers qui donnent l'eau au Gange et à l'Indus. C'est les deux fleuves qui permettent à ces deux grands pays d'avoir une immense population qui vit, qui survit. Sinon, ça ne marche pas. Donc on a cette problématique de l'eau douce, on a cette problématique de l'appauvrissement des sols. Là on voit les sols qui s'appauvrissent, qui sont de plus en plus... non plus les nutriments, parce qu'on fait toujours du maïs, avec beaucoup d'engrais pour pouvoir continuer à avoir de la fertilité. Mais en réalité, avec les engrais, avec les produits chimiques et les pesticides, nous avons détruit tous les petits animaux, tous les vers de terre, les nématodes, les petites bêtes qui vivent dans la terre et qui rendent cette terre fertile, vivante. Nous le détruisons. Et nous voyons de plus en plus la production par hectare qui fléchit, qui baisse. C'est-à-dire que pour la première fois en 200 ans,
on avait des productions par hectare qui augmentaient chaque année parce que nous avons sélectionné des graines, parce que nous faisions de l'économie d'échelle, parce que nous avons mécanisé l'agriculture, et donc ce qui nous a permis de nourrir, de passer de 1 à 7 milliards d'habitants, eh bien on voit que ça commence à baisser, et ça commence à baisser fortement. Et donc c'est pour ça qu'on défriche de plus en plus de terres, mais les terres, typiquement dans les pays équatoriaux, ce n'est pas des bonnes terres d'agriculture. C'est des terres qui sont fertiles parce qu'elles ont un écosystème très particulier, et on commence à détruire ce qui nous nourrit. Très très rapidement également. Alors là-dessus, c'est vrai qu'on constate, moi je le constate dans mes montagnes en Suisse, des changements climatiques, on va appeler ça comme ça. Et au-delà du côté émotionnel, le problème c'est que on a des gros risques associés à ça. Et le risque, c'est pas zut, ma maison à Noc-le-Zout, elle est sous l'eau. Le problème, c'est le port d'Anvers sous l'eau, là c'est fini. Hein, c'est une grosse partie de l'économie belge qui est finie, par exemple. Bon, alors ça, c'est un petit peu plus loin dans le temps, mais ce que j'essaie de dire par là, c'est que ces problèmes aussi écologiques convergent pour transformer la terre et la rendre non fertile, ou de moins en moins fertile. Et le problème, c'est, et ça on le sait depuis la nuit des temps, c'est qu'on peut l'étudier dans énormément de civilisations, mais même hyper récentes. Lorsque vous avez des problématiques qui vous amènent à l'incapacité de nourrir les gens, ça s'appelle la famine. Et lorsqu'il y a de la famine, ça s'appelle très vite, c'est la guerre. Et lorsqu'il y a la guerre, il y a souvent les fanatismes. Bon, je prends Mouloud parce que je le connais, mais ça pourrait être n'importe quel... vous savez, vous crevez la dalle, vous êtes bouddhiste, catholique, musulman, à la fin vous vous rendez extrémiste, vous vous rendez un peu foufou. Et une autre partie, celle qui a choisi peut-être pas de faire la guerre tout de suite, elle va se barrer. Et elle va aller où? Elle va aller là où elle va croire que ça va mieux. Grosse erreur d'ailleurs, mais bon. Et ils vont venir ici. La plupart des populations qui vont être affamées dans le monde, puisque ça commence d'abord dans les pays où c'est plus fragile, où il y a plus de monde, où il y a moins d'infrastructures riches, où les terres sont aussi potentiellement moins fertiles qu'ailleurs, ils vont venir. Et les vagues d'immigration massive que nous avons connues dans les 30 dernières années, c'est rien par rapport à ce qui est en train d'arriver, ce qui va commencer à se passer. Et ça va être un drame. Parce que nous ne sommes plus des pays très riches. Et vous allez voir, le point final, c'est que notre richesse, c'est du vent. La réalité, c'est que nous sommes en train de vivre la fin de l'idéologie du progrès. L'idéologie qui a commencé dans le XVIIe siècle avec les Lumières. Et moi, je le constate, hein, je ne vous dis pas que c'est bien ou pas bien. Souvent, les gens disent « Ouais, fasciste !» Je constate. Moi, je ne vous dis pas que c'est bien. Moi, j'ai rien contre les immigrés en tant qu'individus. Le problème, c'est des mouvements de masse de population. C'est un gros problème. Et c'est un problème pas parce que vous êtes noir, blanc, jaune, peint. Le problème, c'est que quand vous êtes 10 et qu'il y a 100 personnes qui débarquent chez vous, ça fait serrer, quoi. Et puis, c'est une question de ressources. Et puis, depuis la nuit des temps, l'être humain, il se bat avec extrême violence pour les ressources, pour le territoire et pour la reproduction. C'est comme ça. Nous sommes des mammifères. Nous sommes des mammifères à peu près à mi-chemin dans l'échelle alimentaire. Nous ne sommes pas tout en haut. Tout en haut, il y a les chats qui se feront un régal de nous bouffer si on ne fait pas gaffe. Enfin, c'est pas nous le prédateur ultime dans la chaîne alimentaire. Nous, on est à peu près au milieu. On est des singes. On est omnivores, on est au milieu. Et on a cru, à partir du XVIe siècle, que ça va être plus vrai. Maintenant, on va plus se battre. Non, on s'est battu depuis 400 ans pourtant. On va plus se battre. Maintenant, c'est le progrès. Le progrès, c'est qu'on va faire tout de plus en plus mieux, et que ça va être super, et qu'on va aller vers un monde de paix, un monde de gentillesse, et que ça a coïncidé, cette idéologie, avec des ressources naturelles abondantes. D'abord le charbon, puis ensuite le pétrole, ce qui nous a permis de construire un monde où, à part quelques petites guerres par-ci par-là, à peu près on a augmenté, et puis on est tous ici, en fait, idéologiquement, on est quasiment tous de gauche en réalité. Même l'autre jour, petite parenthèse, j'étais en France et des fois j'ai des journalistes qui me posent des questions bizarres. Ils me disent « Qu'est-ce que vous pensez du Front National ?» Je suis suisse, ça va pas. Démerdez-vous. Mais j'ai répondu en disant généralement, moi je suis pas trop parti de gauche. Parce que pour moi c'est un parti de gauche, le Front National en France. Je ne sais pas vous ici ce que vous avez comme parti, mais pour moi c'est un truc de gauche parce que
Il y a 50 ans, le Front National, ça aurait été un truc de centre-gauche. Peut-être centre-droit, mais enfin c'est un truc encore. Nous sommes tous de gauche, parce que nous sommes dans l'idéologie du progrès, c'est-à-dire que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Et donc on va pouvoir changer les hommes pour faire les hommes nouveaux, on va pouvoir... sauf que la réalité, c'est que ça ne marche pas comme ça, et que ça a été un luxe qu'on s'est permis, un luxe fort agréable, hein, personnellement. Je vous donne mon avis, c'est que moi j'ai bien aimé vivre les 40 dernières années dans le monde dans lequel on était. C'est confortable, on a les douches chaudes, les gens ils ne se battent pas dans la rue, on ne vient pas vous égorger pour un oui ou pour un non, bon, ça change. Mais ça a été super agréable les 60 dernières années en Belgique. Allez, les 100 dernières années, c'était génial. Ah, il y a des Allemands qui viennent de temps en temps faire du tourisme, mais à part ça, ça va. Ça va être vachement plus hard, hein. Ça va être vachement plus hard dans le futur. Et le problème, c'est qu'aussi, cette idéologie que l'on a, elle se base sur un autre pilier qui va s'effondrer, qui est le pilier de la croissance. Notre religion, c'est la religion de la croissance. Aucun homme politique ne parle d'autre chose que la croissance. Demain, vous allez voir, on va retrouver la croissance. Cette année, pas de chance, nous avons une croissance négative. Nous sommes dans cette idée que tout ira toujours mieux demain. Et pendant presque un siècle, ça a été le cas à peu près. Nous avons eu les 30 glorieuses dans les années 50, 60, 70. Tout allait mieux. Vous aviez l'espoir que vos enfants allaient avoir une vie meilleure que la vôtre. C'est nouveau dans l'histoire de l'humanité. Pendant des millénaires, nous espérions simplement que nos enfants allaient avoir la même vie que nous, point. C'est déjà pas mal. Éviter les guerres, éviter les razzias, éviter le roi ou le seigneur local qui vient vous piquer votre récolte, etc. Mais c'est nouveau ce concept. Or, comme nous ne connaissons que ça, nous sommes dans cette idéologie, nous sommes dans cette religion de la croissance. Encore une fois, hein, je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Ça, chacun a son avis. Je vous dis juste que c'est en train de ce qui arrive. C'est dans l'état dans lequel nous sommes et ça va changer. Ça va changer notamment parce qu'en réalité, nous sommes déjà en déclin économique depuis 30 ans. Sauf qu'on l'a camouflé par la dette. Parce que pendant les 30 glorieuses, on n'avait pas de dette. Chaque année, on avait plus de production, on fabriquait des choses encore dans nos pays. Depuis les années 80, depuis les années 70 même, 70, on s'endette pour pouvoir continuer à avoir l'illusion que notre niveau de vie, notre pouvoir d'achat continue. On s'achète des nouvelles bagnoles tous les ans, on a des maisons de plus en plus grandes, on va de plus en plus loin en vacances, avec de moins en moins cher, etc. On mange des trucs exotiques qui viennent d'ailleurs, etc. Très bien, très bien, très bien, mais tout ça, en fait, c'est financé par l'État-providence, l'État en général, par la finance qui nous prête de l'argent et qui crée la dette. Ceci est la dette de la première puissance économique, qui reste encore la première puissance économique aujourd'hui, les États-Unis. La dette des États-Unis a toujours été relativement faible, il y a eu des pics pendant la Deuxième Guerre mondiale, un petit peu pendant le Vietnam, et puis à partir des années 70, boum, ça a commencé à partir. Ça vous rappelle quelque chose, ce graphe? Graphe exponentiel. Aujourd'hui, ils en sont à 17, et on pense qu'ils seront à 20, 24 d'ici 2020, trilliards de dollars. Donc, 1 trilliard, c'est 1000 milliards. Dollars, euros, à peu près pareil, quoi, on va dire, aujourd'hui. En gros, voilà, c'est qu'ils ont financé leur croissance avec de la dette. Et ce qui est rigolo, c'est que depuis 2006, on voit que l'État est obligé d'imprimer 6 dollars pour générer 1 dollar de croissance. C'est pas très rentable, hein. Si vous êtes une entreprise, et s'il vous faut dépenser 6 pour avoir 1 de résultat, vous êtes en faillite. Ben, c'est exactement l'état de l'économie américaine, ils sont en faillite. La dette est colossale. Donc ça, c'est la dette de l'État. Aujourd'hui, 17 trilliards de dollars. 17 000 milliards de dollars. C'est colossal. Donc 2 fois, un peu plus qu'une fois et demie leur PNB. Leur PIB. Si on rajoute à la dette de l'État, la dette des entreprises, la dette des ménages, la dette des banques, nous arrivons en réalité à plus de 50 trilliards de dollars pour les États-Unis. Si on rajoute en réalité la dette hors bilan des banques, c'est-à-dire ils ont le droit de magouiller, de cacher une partie de leur dette, et aussi et surtout la dette qui est la sécurité sociale américaine, puisque les retraites, vous allez cotiser, mais on vous doit cet argent, enfin en théorie, hein. On ne va jamais vous le donner, mais en théorie, vous le doit. En fait, la dette, elle atteint 400 trilliards de dollars. C'est juste colossal, c'est irremboursable, tout le monde le sait, mais tout le monde fait semblant de ne pas le voir.
Et l'effet, alors ça va être rigolo de voir la 2014, parce qu'on nous parle de déflation. La réalité, ce qui se passe à chaque fois qu'on a une création monétaire pour pouvoir produire de la dette, c'est qu'on voit une inflation des prix. C'est-à-dire que les biens ont tendance à s'apprécier pour une raison mécanique. Et on voit que depuis 1660, où on maîtrise à peu près les prix des biens aux États-Unis, eh bien on voit que pendant les guerres, il y a des pics d'inflation, et on voit qu'aussi, pareil, à partir des années 70, en fait, l'inflation suit la création monétaire. C'est mécanique, c'est normal. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle en ce moment de risque de déflation. Et je pense que c'est vrai, je l'écrivais dans mon premier bouquin, que probablement on va avoir une situation assez unique. On va avoir d'un côté de la déflation sur des prix qui sont, comment dire, d'infrastructure. Votre maison, elle va perdre de la valeur. Votre voiture, elle va être de moins en moins chère et on va essayer de vous vendre ce que vous avez besoin pour votre infrastructure, lave-linge, télévision. On le voit déjà de moins en moins cher. Vos ordinateurs sont de moins en moins chers. Donc, si on choisit de mesurer votre niveau de vie à cela, on se rend compte qu'on est en train d'entrer dans une période de forte déflation. Mais en revanche, lorsqu'on voit la nourriture, et vous le savez si vous faites vos courses, vous voyez à quel point votre caddie devient de plus en plus cher. Mais ça, on ne nous en parle pas parce qu'on a des méthodes de calcul de l'inflation, où par exemple, si vous achetez un steak et que ce steak double de prix en 10 ans, bah, simplement on va remplacer dans le panier de la ménagère le steak par de la viande hachée, comme ça on fait croire que l'inflation reste basse. Mais en réalité, on le sait tous, nos prix alimentaires augmentent. Parce qu'ils sont liés à l'énergie, ils sont liés au transport, ils sont liés au problème que je décrivais avant, c'est qu'on va commencer à avoir de la rareté. Alors, ça reste petit encore en ce moment, mais c'est en train de converger tout ça. Et en même temps, justement, cette inflation, eh bien, c'est pas nouveau. Et on le voit également, donc je parlais des États-Unis, mais on le voit en Europe, on le voit que chaque pays européen est écrasé par la dette. Je crois qu'en Belgique, bon, c'est pas nouveau, mais vous avez une belle dette publique et assez grosse hein, par rapport à votre PIB, mais qui est largement supérieure à votre PIB. On voit que tous les pays européens sont touchés. Et c'est une question de temps, hein, parce que c'est mécanique, en plus, il faut payer des intérêts sur cette dette. Donc ça aussi, c'est l'astuce du truc, on vous endette, mais après, il faut payer le principal, plus les intérêts, et comme ça roule, et comme les États sont déficitaires aujourd'hui par nature, ça s'augmente, et donc il y a de plus en plus d'intérêts à payer, donc vous êtes, en fait, dans une situation que j'appelle l'esclavage. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que l'argent? Je fais une petite parenthèse, mais qu'est-ce que c'est que l'argent? L'argent, c'est du travail. Si vous travaillez, même si c'est un travail débile, on va dire, on vous paye. D'ailleurs, je vous fais remarquer que si vous creusez un trou et qu'on vous paye pour creuser un trou, ça fait du PIB. Si ensuite on vous paye pour re-remplir ce trou, ça fait aussi du PIB, donc vous faites de la croissance. Petite parenthèse dans la parenthèse. Mais si l'argent c'est du travail, la dette c'est quoi? La dette c'est de l'argent futur, c'est de l'argent que vous devez payer plus tard. Donc c'est du travail que vous devez faire plus tard pour payer la dette que vous avez utilisée maintenant, que vous avez pris maintenant. Si une dette elle devient infinie, il vous faut un travail infini pour pouvoir la payer. Et un travail infini, ça s'appelle l'esclavage. C'est que tu es obligé de travailler tout le temps. Alors on nous fait croire qu'on est libre, on nous fait croire que oui, mais c'est bon, c'est de l'illusion. En réalité, on est esclave. On est esclave d'un système financier. C'est comme ça. On s'est fait avoir. Et ça nous amène au gouffre, parce que quand l'État fait faillite, et moi je suis assez libertarien de philosophie par parenthèse, donc moi l'État j'aime bien qu'il soit petit et pas trop puissant et qu'il ne fasse pas trop, qu'il m'emmerde pas trop. Mais n'empêche que l'État, quand il commence à aller vers la faillite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter les impôts. Et il va essayer d'aller prendre l'argent là où il est pour payer les banques qui leur ont prêté l'argent. De la même manière que vous, si vous êtes surendetté, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un deuxième boulot la nuit, et vous bossez 16 heures par jour, et, parce que il faut, voilà, malheureusement, je sais qu'on est plusieurs à avoir eu des problèmes financiers dans notre vie. On sait à quel point, tout d'un coup, on bosse 2 fois plus. Mais en attendant, le banquier qui t'a prêté l'argent, lui, il ne bosse pas 2 fois plus. Surtout quand on découvre que l'argent qu'il a, il n'a pas gagné. C'est pas comme dans le temps, la banque. Il y avait des gens qui déposaient de l'argent dans la banque, vous receviez un intérêt, maintenant vous recevez 0. Et après, cet argent, elle le reprêtait à d'autres, notamment des entreprises. C'était sain le système de banque, à la limite, il se faisait payer un petit peu. Mais aujourd'hui, cet argent, il est juste créé, puisqu'on a le multiplicateur monétaire qui permet de créer 5, 10, 20 fois la masse monétaire qui est en dépôt depuis une centaine d'années. Et en plus, les banques centrales, elles créent de l'argent ex nihilo. Donc,
ça leur coûte rien. Votre travail de tous les jours, c'est leur profit, et eux ne foutent rien pour ça. Enfin, eux, en son temps, hein, le système financier. Je ne vais pas donner des noms ou pointer du doigt. Mais ça, c'est nouveau. Enfin, ce système, justement, est bien que nouveau, ça s'est déjà observé dans l'histoire. Pas loin d'ici, mais vous l'avez eu aussi en Belgique, hein, l'inflation massive dans les années 20, dans les années 30, les milliards de marques, ça existait. Les gens me disent, oui, mais ça peut pas. Ça arrive chez nous. C'est déjà arrivé. Il y a une centaine d'exemples au XXe siècle de pays qui sont partis en hyperinflation avec une monnaie qui valait plus rien, et où les gens, tout d'un coup, se sont remis à faire du troc ou utiliser de l'or et de l'argent pour acheter et vivre, parce que leur monnaie ne valait rien. C'est l'exemple de l'Allemagne, l'exemple de la Yougoslavie, le dinar yougoslave dans les années 80, avant l'éclatement. Moi, j'ai vécu au Zimbabwe, donc je me suis bien amusé à voir les gens avec les briques, la brique de billets de... Ça, c'était un billet de 10 000 milliards de dollars zimbabwéens. Et les mecs, ils payaient le pain avec des briques. Donc, 1 kilo de milliards de dollars zimbabwéens, ça valait un kilo de farine, quoi, des trucs comme ça. C'est ingérable. C'est vrai qu'ils sont passés au dollar américain, ce qui les a aidés un petit moment. Et on va voir ça dans l'euro, on va voir ça, si ça éclate pas avant, on va le voir. C'est juste mathématique. Et ça, c'est mon point final dans les problèmes. Après, on va passer aux solutions. C'est que le déclencheur de toutes ces convergences de crises qui sont la raréfaction des ressources, les effondrements écologiques, les pollutions de nos sols, la difficulté de notre agriculture à pouvoir nourrir tout le monde, à mon avis, elle va être déclenchée par l'économie. Et c'est pas nouveau là aussi. On voit que lorsqu'il y a eu la grande crise financière, la fin du XVIIIe siècle en France, ça nous a donné des troubles sociaux qui se sont transformés, alors ils ont été un petit peu manipulés, un petit peu poussés, c'est toujours le cas. Ça nous a donné la Révolution française, ça nous a donné les guerres de l'Empire. 1907, peu de gens la connaissent, mais il y a eu une grosse crise financière en 1907 qui nous a donné 14-18 directement. La crise financière de 1929 directement nous a donné la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un petit changement après la Deuxième Guerre mondiale où en fait l'économie américaine qui s'est retrouvée dominante en 1945, forcément le reste du monde ils l'ont rasé, hein, donc c'était assez facile d'être dominant quand la Belgique en gros c'était le plat pays, mais les villes aussi, hein, c'était l'Allemagne aussi, la Russie aussi, etc. Bon, donc c'est sûr qu'eux ils se sont posé la question en disant comment on va continuer à avoir une croissance économique sans guerre, sans crise financière qui nous amène des guerres. C'est une question qu'ils se sont vraiment posées. Et l'idée, ça a été de faire, d'abord on va faire la reconstruction, donc c'est pas par hasard hein, qu'ils sont venus nous donner le plan Marshall, c'est pas juste, ah ouais tiens, voilà de l'argent. Ils avaient l'idée de dominer l'Europe et le monde, hein, c'est comme ça. C'est un empire, hein, les États-Unis. Ils seraient bêtes de ne pas l'être, avec la puissance qu'ils avaient à cette époque. Mais ils se sont aussi mis dans une phase de guerre permanente. Et en fait, vous voyez, les États-Unis depuis 1945, ils sont tout le temps en guerre. Alors, pas chez nous, mais ailleurs. Et c'est comme ça. Et à partir des années 70, ces guerres elles se sont focalisées non plus sur des sujets vaseux du genre, ouais, on va libérer les Vietnamiens ou je sais pas qui, ou on va faire la guerre contre le communisme, c'était l'ennemi du jour. Aujourd'hui, c'est le barbu islamiste, ok. Mais ça a été les ressources. Et on voit très bien que dans la doctrine Carter, qui a été développée par son conseiller Zbigniew Brzezinski dans les années 70, 14-76, en fait, on voit que les États-Unis sont focalisés. Avant, franchement, le Moyen-Orient, c'était pas du tout leur centre d'intérêt. D'ailleurs, ils laissaient faire le boulot à l'Angleterre, à la France. Crise de Suez, ils se sont même opposés à la France. Ils sont opposés à la France, ils sont opposés à Israël, ils sont opposés à l'Angleterre. Mais à partir des années 70, sont focalisés à fond sur le Moyen-Orient, sur les sources d'énergie. Je vous fais remarquer que les États-Unis entrent en guerre en Irak, en Libye, ils ont longtemps été contre la révolution islamique en Iran, etc. Ils ne vont pas en guerre pour le Zimbabwe, ils ne vont pas en guerre pour le Sri Lanka ou ailleurs. Ce n'est pas une question de démocratie. Enfin, on le sait, hein, je pense que si on est là, on a passé cette idée de « Ah non, mais... on veut exporter la démocratie. » Là, les Libyens, ils sont en train de la bouffer, la démocratie. Lorsque les ressources sont rares, on va vers des conflits. Alors, les conséquences de ce que je viens de vous expliquer, jusque-là, c'est assez factuel. Hein. Franchement,
J'ai rarement eu des gens qui ont... Ça fait déjà 2 heures, tu parles? Non. Bon. Non, non. Bref, non, ça s'est mis en marche au début. Je vois 1h58, je dis déjà. Il y a une horloge. Très bien. Voilà, 1 heure. Le problème de cette convergence de problèmes lourds, c'est qu'elle va percuter la structure fondamentale de notre société moderne, qui est basée sur des systèmes d'approvisionnement, notamment des villes, extrêmement complexes, ce qu'on appelle en anglais just in time, c'est-à-dire juste à temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos supermarchés n'ont pas de stock, vos pharmacies n'ont pas de stock. Souvent, vous arrivez à une pharmacie, vous dites j'aimerais bien tel médicament, ils disent ah on n'en a pas, ne vous en faites pas cet après-midi, on le fait venir, ou demain on le fait venir. On vit dans un monde de zéro stock. Tout est en flux tendu. Parce que ça améliore les profits, ça améliore la capacité à avoir peu d'inventaire. Et pour tous ceux qui ont eu des entreprises, vous savez à quel point l'inventaire coûte cher, parce qu'il devient obsolescent, il s'use, etc., il est périssable, etc., etc. Donc nous sommes dans un monde totalement en flux tendu. Et tout fonctionne par les transports. Navires qui tournent au diesel, trains qui tournent à l'électricité, qui est produite souvent, dans certains pays c'est un peu le nucléaire, mais enfin beaucoup par le charbon, etc. Et les camions qui tournent également au diesel, et les fourgonnettes à l'essence, etc. Cette complexité, elle est extrêmement fragile. Nous n'avons jamais eu dans l'histoire de l'humanité des systèmes d'approvisionnement aussi complexes, aussi fragiles qu'aujourd'hui. Et donc, cette convergence de problèmes qui arrive, à mon avis, va provoquer des chocs, des soubresauts. Alors peut-être c'est une crise financière à New York, on ne sait pas tellement qu'est-ce qui peut être le déclencheur. Peut-être c'est un choc pétrolier. Alors en ce moment, il y a, semblerait-il, un peu de baisse de tension au Moyen-Orient entre l'Iran, etc. Mais enfin, ça peut partir comme ça. Chacun de ces chocs peut nous apporter des gros problèmes. On l'a vu ici, en Belgique, on l'a vu lorsqu'il y a eu le tsunami dans le nord du Japon il y a 2 ans. Beaucoup d'usines Toyota japonaises ici en Belgique ont arrêté de travailler, sont mises en chômage technique parce qu'elles ne recevaient plus les pièces des usines qui étaient au Japon, qui elles-mêmes étaient fermées parce qu'il n'y avait plus assez d'électricité à cause du... Vous voyez, le lien, il est très concret. Alors là, c'est un événement qui est local au Japon. Mais une crise financière du dollar ou de Wall Street peut nous impacter de manière beaucoup plus massive parce que là aussi, ces transporteurs, ce ne sont pas des immenses entités économiques qui se disent « Ah, alors si les transporteurs belges ont un problème, ben on va prendre des Allemands, on les remplace. » Ce sont des micro-entreprises. Parfois, le chauffeur et son camion, c'est une entreprise. Et lorsqu'elles commencent à faire faillite les unes après les autres, même avec simplement une crise économique longue, au bout d'un moment, on arrive à des seuils où tout d'un coup, ben, les gens ils disent ben, « Moi, je ne suis pas rentable parce que l'essence coûte trop cher, je ne vais donc plus faire fonctionner mes moissonneuses-batteuses. Tant pis, ma récolte, je ne la vends pas cette année, j'attends que ça coûte plus cher l'année prochaine. » Ben, en attendant, on ne livre pas. Alors, dans le marché global, il y en a un autre qui va dire ben, « Moi, je veux le vendre. » Mais on arrive à des seuils qui, s'ils sont dépassés, ça amène le blocage de la machine totale. Et là, ça commence à nous impacter parce que ça nous amène les médicaments, la bouffe, l'eau. Cette complexité, elle nous est vitale, surtout dans les villes. Alors, est-ce qu'il y a des solutions? On est dans un monde où on attend les solutions des gens qui sont censés être aux commandes. Et je ne sais pas vous, hein, mais moi je trouve que ces gens, au mieux, ils sont incompétents, et au pire, ils s'en foutent complètement de nous. Ils sont là pour leur fric, leur cachet, leur influence, les lobbyistes qui sont derrière, qui payent. On le voit ici à Bruxelles, je ne sais pas si vous avez une grande opinion positive. Moi, étant Suisse, étant un des pays européens qui est en dehors de ce gros bordel, nous, on a une vision très très négative de l'Union européenne. Nous, Bruxelles, c'est un truc corrompu, de gens qui sont juste là pour bouffer, s'en mettre plein les fouilles, et puis c'est pas du tout démocratique. On sait que c'est des lobbies derrière qui pour la pharmaceutique, des lobbies dans toutes les industries qui sont là à acheter des politiciens pour faire passer des lois. Et on voit quand même que de gauche, de droite, au Parlement européen, à 90 ou 95%, toutes les lois elles sont votées par tout le monde.
bah, ils arrosent tout le monde, c'est tout. C'est pas maléfique, c'est comme ça. C'est comme ça que fonctionne l'être humain. Quand on est très loin du peuple, il ne faut pas s'étonner que les gens ne s'occupent plus de lui. Et parfois, ils sont extrêmement incompétents. Alors, bon, je ne vais pas dire du mal de la Belgique. Je ne connais pas votre personnel politique. Mais bon. Ce que l'on voit, en revanche, qui est préoccupant, à mon avis, c'est que... Alors la question, c'est toujours, est-ce que c'est eux qui vont nous sortir de ce pétrin dans lequel on rentre à grande vitesse? Probablement pas. Et on voit même qu'il y a une crispation, on voit même que de plus en plus, les États, qui ont de moins en moins d'argent, parce qu'ils ont moins de rentrées fiscales, et qui sentent bien venir la crise lourde, et eux ils le savent, hein, qu'il n'y a pas de croissance l'année prochaine, ni l'année suivante. Il ne faut pas croire qu'ils vous disent, non mais en 2013, ils vous disent que ce sera en 2014, en 2014, ils vont nous dire que ce sera en 2015. Vous allez voir, on va s'en sortir, c'est normal. Vous voulez qu'ils vous disent quoi? Vous voulez qu'ils vous disent, non mais c'est bon, votez pour moi, je vous promets 10 ans de crise économique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un politicien qui dit, si vous votez pour moi, je vous promets que ça va être super dur, vous allez souffrir, je vais réduire votre pouvoir d'achat de moitié. Pourtant, c'est ça qu'ils devraient dire, mais jamais ils vont être élus avec un programme comme ça, donc ça n'a pas de sens. Donc moi, si vous y croyez, tant mieux, mais moi, personnellement, j'y crois pas. Je pense qu'au contraire, les États se crispent, et ils ont ce réflexe, qui à mon avis, qui va être inutile, de devenir de plus en plus totalitaire. De plus en plus à vouloir tout contrôler, à ne plus vouloir que les gens s'expriment, à ne plus vouloir que vous puissiez avoir le genre de discours que j'ai aujourd'hui. C'est pour ça qu'on me traite de tous les noms. Et qu'on ne veut pas que je passe dans les médias, parce que ce genre de message, c'est mauvais pour eux. Alors je ne veux pas être paranoïaque, hein, mais je pense qu'on voit qu'ils essayent de nous surveiller, de contrôler ce qu'on dit, ce qu'on écrit, on essaye de nous montrer de doigt. Et d'ailleurs, je vois partout où je vais, la réaction des gens, c'est qu'ils s'en foutent. Les gens n'ont plus rien à foutre de ce qu'on va leur dire. Ah oui, mais alors si tu vas voir Pierrot, c'est que t'es un extrémiste ou je sais pas quoi. Les gens n'ont plus rien à foutre. En France, c'est encore plus flagrant. Les gens ont passé le stade où ils s'en foutent de ce qu'on pense d'eux. Ils ont tous compris qu'on est... Ils le sentent, ils le ressentent, sans peut-être avoir tout vu, l'histoire du pic du pétrole et ça. Ils sentent qu'on est dans une situation difficile. Si vous êtes là, c'est probablement aussi pour ça. Et on s'en fout des étiquettes qu'on nous donne. Ce serait déjà pas mal qu'on ait du boulot. Il serait déjà pas mal qu'on puisse faire en sorte que pour nous, pour notre famille et nos enfants, on arrive à s'en sortir un petit peu. Et l'État, non, au contraire, au lieu de nous aider, il devient de plus en plus avec une fiscalité confiscatoire, de plus en plus essayer de nous contrôler, alors qu'ils sont en train de perdre le pouvoir puisqu'ils ont de moins en moins de revenus. Alors je sais que dans la salle, il doit probablement y avoir des gens qui travaillent pour le gouvernement, qui sont ici pour voir ce que je raconte et tout et tout. Posez-vous la question, jusqu'à quand on va vous payer votre salaire, chers fonctionnaires des services de renseignement et de l'État? Je ne vous en veux pas, hein. Moi je vous aime bien d'ailleurs. Souvent on se retrouve d'ailleurs, souvent quand je parle avec les gens des renseignements, ils me disent, tu sais, je fais pareil moi aussi, c'est assez rigolo. En fait on voit cette volonté frénétique de contrôle qui est en train qui ne marche pas, parce que l'État c'est plus l'Union soviétique. L'État n'a plus la force de... C'est combien l'armée belge? Combien de milliers de personnes? 5 000? Bon, en France, ils rentrent tous dans le Stade de France, quoi. Je veux dire, l'armée suisse est plus puissante que l'armée française. En plus, chez nous, ça marche, quoi. Il est où la puissance de l'État réel? Il est où leur puissance de venir nous dire, maintenant, tu dois obéir? Leur volonté d'être totalitaire, on la sent, elle n'a pas de dents, elle n'a pas de morsure, elle ne fait pas mal. Alors ouais, il faut continuer à payer nos impôts, parce que sinon ils nous mettent en taule, mais bientôt, les gens vont ne plus payer leurs impôts du tout. Ça va venir. Les gens vont dire, ah ben merde, puisqu'on m'a baissé mon salaire, ou puisque j'ai moins d'allocations, ça va venir. En Grèce, il y a énormément de gens qui ne paient plus leurs impôts. Bon, ça c'était une vieille tradition, mais en plus, ceux qui déjà payaient leurs impôts, ils ne les payent plus du tout. Donc il y a une spirale de destruction de l'État qui ne va pas leur permettre, à mon avis, de devenir totalitaire. Même aux États-Unis, on voit qu'ils veulent tout contrôler, ils veulent tout interdire. On sent que les États-Unis, c'est plus du tout un pays où, soi-disant, il y a de la liberté que ça, et puis du tout. On sent, et les gens le disent, ils disent, mais c'est quoi ce gouvernement? Donc ils sont à la limite. Alors, une des réponses de la population, ça peut être, effectivement, les révoltes, la manifestation de mécontentement. C'est bien possible. Alors moi, j'ai un petit peu un doute, puisque nous sommes des populations vieillissantes. Mais enfin, force est de constater que, par exemple, en France, ça commence à chauffer, là, à côté.
Et moi, je sens que 2014, ça va être chaud, chaud, chaud. Hein. Alors, je sais pas ici en Belgique, mais en France, 2014, ça va être chaud. Alors, l'autre alternative, on en a brièvement parlé, c'est que des pays puissants militairement, mais avec une économie qui est en train de partir en déglinguage, ils peuvent aussi partir, comme c'est arrivé en Allemagne dans les années 30, en disant, bon, bah, puisque ça va pas bien, puisque ça va pas comme on veut, peuple, on va vous désigner un ennemi, peu importe, hein, les Arabes, on s'en fout. Voilà un ennemi, on va leur casser la gueule, parce que comme ça on va tous ensemble, et c'est bien, on sort le drapeau, papa. Ça c'est un risque, c'est déjà arrivé, et puis lorsqu'on a un pays qui a autant de puissance militaire que les États-Unis, et qui n'ont visiblement pas peur de l'utiliser depuis de nombreuses années, il y a des chances. Alors bien sûr, ce sera pour libérer les pays, hein, ce sera toujours pour apporter les machines à laver, la démocratie aux gens qui ne l'ont pas. Mais enfin, là aussi, même aux États-Unis, je lance mon livre aux États-Unis en ce moment, ça a l'air de marcher assez bien, je suis content. Mais les Américains, ils me disent tous, alors qu'il y a 10 ans, c'était « Ah, le 11 septembre, les Arabes, machin ». Maintenant, ils me disent tous « Non, non, mais d'abord, 11 septembre, ok, on a compris. Mais en plus, on a honte de qui on est. » Je veux dire, les États-Unis sont en train de faire le même truc que les Allemands ont fait après-guerre en disant « Ah, les nazis ». Le mec, il dit « Mais oui, t'es né en 1960, qu'est-ce que t'en as à foutre, les nazis, c'est pas toi. » Oui, mais les Américains, ils sont en train de rentrer dans le même truc, ils disent « Ah, mais nous, on fait des conneries à travers le monde, on a tué 2 millions de Vietnamiens, on a tué 2 millions de Coréens, on a tué 1 million d'Irakiens. » Ils commencent à comprendre que, peut-être qu'ils se sont fait avoir en tant que peuple. Parce qu'ils sont gentils, hein, le peuple. Ils sont un peu simples, mais ils sont gentils. Non, mais c'est vrai. Et donc, ils comprennent de plus en plus. Et là-dedans, c'est pas que les États-Unis, c'est que vous êtes dedans. Ils embarquent l'OTAN, quoi. Ils embarquent les Français, les Anglais, même les Allemands. Ils sont en train de dire qu'il faudrait que les Allemands apprennent à ne plus tuer. Rumsfeld disait, il y a une dizaine d'années, il faut que les Allemands apprennent à être plus combatifs. Parce qu'en Afghanistan, ils ne se battent pas assez. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein, de réveiller les Allemands, parce que ils sont efficaces. C'est sympa, hein, et même les Belges. Vous avez participé à la Libye, tout ça, super. Petit pays, petit contingent, mais vous y allez aussi, quoi. Et à la fin, évidemment, chez vous, bon, ça, évidemment, c'est des Américains, mais à la fin, ça se voit. On sent que quand il y a... On sent qu'aux États-Unis, depuis une dizaine d'années, ils en sont à plus de 100 000 mecs qui en sont amputés, 20 000 morts, enfin, ils commencent à dire, ouais, mais attendez, pourquoi? Et en face, c'est pire, hein, ceux qui se prennent les bombes, ça c'était Bagdad, c'est pas très sympa, quoi. C'est pas du bon karma pour le monde, tout ça. Bref. Mais surtout, ce qui change, c'est que contrairement dans les années 90, où il n'y avait plus personne en face des États-Unis, maintenant il commence à y avoir une résurgence de la Russie, une résurgence de la Chine, enfin, militairement, pas seulement économiquement, mais on sent qu'en face, il n'y a plus personne. Maintenant, il y a quelqu'un. Et on a vu en Syrie que les Américains se sont fait latter, hein, dans l'histoire. Ils n'ont pas voulu faire la guerre, finalement. Parce que la Russie est intervenue. Et derrière, la Chine aussi. Le problème, c'est que, évidemment, quand il commence à y avoir des tensions et qu'il commence à avoir des discours militaristes, quand bien même les peuples ne les suivent pas, le risque, c'est que ça parte en couille. Et ça, c'est pas bon. Parce que moi, comme certains d'entre vous qui ont mon âge ou plus, on a vécu dans les années 60-70 où on avait peur de la guerre thermonucléaire, machin truc. Là, c'était parti pendant 20 ans, mais il ne faudrait pas qu'ils jouent à trop faire les cons, hein, ces gens-là. Il faut qu'on fasse gaffe à ça. Enfin bref. Tout ça pour dire... Donc là, vous êtes bien déprimés, normalement. Tout ça pour dire qu'on est en train d'arriver à la fin d'un système. Philosophique, économique, matériel. On arrive à la fin de ce système. Et c'est là où il faut se poser la question. Il y a deux questions. La première question, c'est comment est-ce qu'on va réagir lorsqu'on va avoir des chocs sur notre économie, des chocs importants à notre mode de vie. Comment est-ce qu'on va réagir? Est-ce que nous allons être zen et que finalement on va dire ah bon, il n'y a plus de pétrole, je ne peux plus prendre ma bagnole pour aller amener les gosses à l'école, je ne peux plus aller faire mes courses parce qu'il n'y a plus rien dans les supermarchés? C'est pas grave. Zen, tout va bien, je change de vie, je prends mes graines, je fais mon potager, c'est bon. Ou alors... on va un petit
peux être énervé. Alors j'essaie d'avoir un peu d'humour parce que c'est une question quand même assez dramatique. Et jusqu'à présent, je vous encourage d'ailleurs d'aller vérifier les faits, aller sur Internet, aller dans des livres, vérifier les histoires de pics de pétrole, de raréfaction de ressources, chercher des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, comparer les données, etc. Ça demande du boulot, mais faites-vous un avis par vous-même. Et vous verrez, à mon avis, que ces données sont inondées. À partir de maintenant, c'est mon avis. C'est tout à fait discutable. Et mon avis, c'est que nous allons mal réagir parce que, point numéro 1, nous ne sommes plus des citoyens, nous sommes des consommateurs. Nous n'avons plus aucune idée de responsabilité de l'ensemble de nos concitoyens. Nous sommes tous des individus dans des pays de plus en plus hétérogènes où nous n'avons plus rien qui nous lie les uns avec les autres. Nous sommes de plus en plus aliénés par notre travail, par notre mode de vie. Vous en avez du trafic ici en Belgique. Bruxelles, Liège. Nous sommes totalement, nous vivons dans des petites boîtes, nous transportons dans des petites boîtes, nous travaillons dans des petites boîtes. Nous sommes totalement aliénés et je suis sûr que comme ailleurs, dans tous les pays occidentaux, vous êtes des gros consommateurs, j'espère pas vous ici dans cette salle, mais d'antidépresseurs. Nous sommes dans un monde déprimant. Nous sommes totalement zombifiés par notre travail. Et puis, alors ce qui est marrant, c'est qu'en plus, les jeunes, je catégorise, on ne devrait jamais dire les jeunes, les vieux, les femmes. Enfin, de plus en plus, on les voit une incapacité de communiquer, une incapacité d'avoir des relations humaines entre les uns avec les autres. De plus en plus, et tous, hein, pas que les jeunes, on a vu un beau tout à l'heure, on se perd, on se cache dans des modes, des tribus vestimentaires, il y a les rappeurs, les goths, les machins, bref. On se pierce, on se fait des tatouages qui veulent rien dire. Ah, j'ai fait une fleur, c'est cool. Ouais, mais tu l'auras toute ta vie maintenant. Et, je me suis fait une flèche sur le cul. C'est quoi? C'est pour montrer la direction où il faut rentrer? Je sais pas. Moi, j'en ai vu une fois. Je me souviens, une copine, je la drague, machin. C'est avant que je sois marié. Hein, on est d'accord. Truc, machine mignonne. Truc, machin. Salut, boum, boum, bisous, bisous. Hop, hop, bah, tourne-toi maintenant. Paf. Qu'est-ce qu'elle a tatoué sur le dos? Le masque de Scream. Ah, je suis désolé, hein. Je suis un peu un clébard, mais là, je pouvais pas. Hein. C'est pas possible. What the fuck? Et les piercings dans tous les sens. Le problème, c'est pas si t'as envie de faire un tatouage, fais un tatouage, me fous. Mais ça veut dire quoi? Le russe, il se met sa rose des vents, ça veut dire j'ai été dans telle prison, j'ai un tatouage ici, ça veut dire j'ai tué 3 personnes. Et si tu le fais, il vient, il t'arrache la peau avec un couteau pour dire que toi, tu n'as pas le droit d'avoir ce tatouage-là. Mais aujourd'hui, on a des tatouages dans le jeu. Alors, je suis désolé, je suis dans la salle, il y a à peu près la moitié des gens qui ont des tatouages, machin. C'est pas contre vous que je dis ça, mais c'est juste un exemple. On nous a vendu des... Et c'est un exemple de comment on se réfugie dans la seule liberté qu'on a, c'est-à-dire de faire des trucs insignifiants, alors que notre vraie liberté nous a été supprimée depuis longtemps. On peut acheter 50 sortes de céréales dans le supermarché, mais on a 2 partis sur lesquels on peut voter, ou 3 avec en Belgique. On nous a eu, hein. On nous a eu. Et nous ne pouvons plus agir, à mon avis. Mais surtout, cet individualisme forcené nous a transformés en psychopathes. Psychopathe, définition clinique, c'est que l'on ne se préoccupe pas des autres. Et voilà, et je suis le premier, hein, moi, le mendiant roumain à Genève qui me dit « l'argent, j'ai envie de lui donner un coup de pied ». Et je me dis « mais c'est pas très sympa ». Ouais, mais voilà, va bosser, quoi. Enfin, en fait, il bosse. Mais voilà, on est tous devenus des psychopathes. Encore une fois, on n'a rien qui... C'est quoi notre identité commune? C'est quoi l'identité commune des Belges? Afrique Nord. Oui. Ouais, ben, quand il y en a moins dans les supermarchés. Non, mais c'est un vrai problème. Dans le temps, c'était quelque chose, la nation, peu importe. Mais on a besoin, et l'être humain, il va retrouver cette identité. Hein. Qu'on le veuille ou non, il va la retrouver. Alors aujourd'hui, c'est, ah ben moi je m'habille avec les cheveux longs, habillé en noir, avec le maquillage, parce que je suis goth, ou je suis rappeur, machin, ou alors c'est le clan. Moi je fais partie d'un clan criminel. Je deal du shit, j'ai un flingue. Ça, c'est une identité forte. Mais on va les retrouver, qu'on le veuille ou non. Et on va y aller vers... Mais est-ce que c'est une identité qui nous permet de construire, d'être solide le jour où il y a un problème, ou pas? Et tout ça, bien sûr, on le fait par la dette.
depuis qu'on est gamin, on est devant la télévision. En gros, ben, j'en parlais, on nous oblige très subtilement à obéir. Nous sommes dans un système totalitaire de marché, c'est-à-dire que, encore une fois, on peut choisir plein de choses, mais rien d'essentiel, hein, pas déconner. Donc, voilà. En plus, on est mal nourri, on mange de la merde de plus en plus. Parce qu'un des produits du libéralisme, ultra-libéralisme économique, c'est que, ben, avant, on produisait avec augmenter la quantité de nourriture, mais maintenant, pour faire plus de profit, ben, la qualité nutritionnelle et même les poisons qu'il y a dedans ne sont plus comme avant. Donc, nous sommes de plus en plus empoisonnés par notre nourriture, nous mangeons des choses abominables, qui sont produites de manière abominable, et ce n'est pas étonnant que le résultat soit une grosse déprime. Et je pense qu'on va très mal réagir le jour où tout ça nous est enlevé, ou que tout ça change et que tout ça devient de pire en pire. Je pense qu'on arrive vraiment à la fin de notre système. Alors je voulais enfoncer le clou dans la série, je vous déprime un petit peu ce soir. Donc maintenant commencent les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que on peut étudier dans l'histoire des civilisations qui se sont effondrées, qui se sont viandées. Donc on peut apprendre de ça. On peut apprendre de civilisations qui ont carrément disparu. En quelques années, les habitants de l'île de Pâques, je ne sais pas si vous avez vu le film Rapa Nui, qui est assez bien, mais en fait, quand vous lisez l'histoire de la civilisation de l'île de Pâques, vous voyez qu'ils ont tellement détruit leur environnement qu'en quelques dizaines d'années, ils ont régressé d'une civilisation qui était quand même capable de fabriquer des sacrés œuvres sur une petite île. En détruisant leur environnement, coupant tous les arbres, ils sont arrivés en quelques années à une décroissance de leur population très forte et même du cannibalisme. Tel point que je disais qu'une des insultes que les gens, quand les Espagnols sont arrivés, l'une des insultes classiques que les gens, c'est « j'ai encore des morceaux de chair de ta mère dans mes dents ». C'est beaucoup plus poétique que ta mère, mais ça montre le degré où on peut descendre. Donc on va essayer d'éviter de finir comme les gens de l'île de Pâques à manger. Moi, je ne mangerai pas ma belle-mère, personnellement. Bref, on a aussi la civilisation Maya, qui est une civilisation extrêmement riche, extrêmement avancée même, avec des grandes capacités d'astronomie, etc. Bref, en quelques années, eux se sont viandés. Alors typiquement, ça a été des changements climatiques, ça a été des baisses de récoltes, ça a été aussi des villes trop grosses qui n'avaient plus suffisamment de nourriture autour d'eux, qui se sont lancés dans des guerres pour piller les villes voisines et les empires voisins et pouvoir utiliser leurs ressources. Mais voilà, avec des changements climatiques, en 2 ans, ils ont eu 80% de leur population qui a été éliminée, et ils ne se sont jamais relevés. Plus proche de nous et probablement même beaucoup plus représentatif, c'est l'effondrement de l'Empire romain, qui, parce qu'il est devenu trop coûteux, avec trop d'expansion, une infrastructure trop lourde, un État corrompu et extrêmement pesant, ça vous rappelle sûrement quelque chose, qui a amené à un moment l'affaiblissement, et tout d'un coup les quelques tribus qui sont venues du nord, mais aussi du Moyen-Orient, pas plus violentes que les Gaulois ou les Germains des quelques siècles suffisants, ont fini par faire effondrer la structure, et ça a été une perte sacrée, en tout cas en termes quantitatifs. Rome est passée d'une ville de 1,5 million d'habitants à 30 000. Quand même. Donc ça a été c'est aussi très intéressant d'étudier ça. Beaucoup plus proche de nous, c'est l'effondrement de l'Union soviétique, où en quelques années, cette grande puissance qui fonctionnait assez bien, bien qu'elle soit extrêmement peu efficiente, s'est retrouvée avec tous les systèmes économiques qui étaient balancés en l'air, et où plus rien ne fonctionnait pour l'approvisionnement de nourriture. Tous leurs systèmes complexes sont partis, même si c'était infiniment moins complexe que les nôtres aujourd'hui. Et ce qui a sauvé les gens, c'est que tout le monde avait son petit potager, comme à Cuba pendant la crise des années 90, pareil, où tout le monde avait son petit potager, ce qui leur a permis de survivre. Et on peut étudier aussi ce qui s'est passé, parce que c'est très proche de nous. Ce que moi je crois qu'il va nous arriver à tous, ici, en Europe, en Occident, aux États-Unis aussi, c'est qu'on va avoir de plus en plus de pauvreté. Et ça, on va le voir augmenter de manière extrême, d'autant qu'avec l'État qui va perdre de ses revenus fiscaux et perdre de sa puissance, par les austérités successives, à cause de cette dette qui devient de plus en plus lourde, eh bien, il y aura moins en moins d'allocations, l'État-providence il va disparaître petit à petit, et très vite, pas dans 50 ans, dans les 5-10 ans. Et donc ça veut dire plus de pauvreté, plus de gens qui vont être sans logement, sans nourriture. On va voir en fait chez nous
on le voit déjà, honnêtement, on le voit déjà, mais des scènes qui ressemblent à ce que nous avons pu voir lorsque nous voyageons en tant que touristes ou pour affaires dans des pays en voie de développement, quoi. Donc je pense qu'on va le voir de plus en plus. On va voir de plus en plus des guerres à travers le monde pour des ressources, des guerres qui seront très difficiles à justifier. On me dit, mais pourquoi est-ce qu'on est en train d'intervenir à tel endroit? Puis, ah oui, parce qu'il y a de l'eau. Ce ne sera plus juste le pétrole, ce sera des ressources alimentaires. Ah oui, on veut contrôler les sources d'eau. Ça, c'est un sujet qui préoccupe par exemple les Canadiens. Il y a un gros pays avec 320 millions d'habitants en bas. Eux, ils ont beaucoup d'eau et beaucoup de pétrole. Et ils sont quoi 20 millions au Canada? Ils se posent des questions, hein. On va voir des crises donc, humanitaires, des crises de réfugiés, de la migration massive, et ça va être de plus en plus méchant, hein, ça va être de plus en violent. Ce qui s'est passé, là, les 300 mecs qui se noient tous les 4 jours là, en traversant la Méditerranée, encore c'était une super idée d'aller foutre le bordel en Libye. Hein. Donc tous les gens qui ont fait la Libye sont responsables des morts, hein, par parenthèse. Ça va être de pire en pire. Et moi je crains en plus, parce que moi en plus je suis quelqu'un qui est vraiment pas raciste. En plus c'est vrai. Et je sens que ça va revenir. Parce qu'au bout d'un moment, on va se dire, mais c'est quoi tous ces gens qui débarquent? Alors quand il y a un médecin qui arrive dans une ville, et puis on se dit, ah tiens, il y a un médecin. Alors je sais que dans le temps, il y avait des gens qui étaient vraiment racistes, qui disaient, pas comme nous. Mais au bout d'un moment, c'est bon. Et puis on est des peuples assez généreux, les Européens. Il faut voir hein, comment ça se passe ailleurs. Hein. Eh bien, quand il y en a 50 000 qui vont débarquer, qui ne sont pas médecins, ils sont genre rien, parce que les pauvres, c'est pas eux, hein, c'est pas eux le problème, c'est pas l'immigré, encore une fois, le problème, c'est pas l'immigré du tout. Le type, il veut juste sauver sa famille. On les voit, ces pauvres gens qui traversent les mers, qui traversent les déserts entre le Mexique et les États-Unis. C'est pas eux, en tant qu'individus, le problème. Le problème, c'est que la masse, au bout d'un moment, elle va nous poser vraiment des gros problèmes, mais surtout, elle va réveiller un truc qui est intrinsèquement dans l'homme, c'est qu'au bout d'un moment, on va dire non, on va dire stop. Parce que c'est instinctif, et malheureusement, ça va mal finir. Alors, est-ce que ça va finir aussi en révolution? C'est possible. Moi, je ne suis pas très sûr qu'on ait des peuples encore qui avons la force de dire, bon, bah, maintenant, nos grands-pères, téléportés de l'époque à maintenant, avec une machine magique, aujourd'hui, ils voient notre monde, en 5 minutes, ils prennent le fusil, ils montent au gouvernement, ils font un massacre. Immédiatement, comme ça. Mais nous, on a été habitués à ce système. Enfin, voilà. Moi, je ne crois pas trop à la révolution. Ça va être de plus en plus de violence pour des conneries. Les gens ils vont être de plus en plus amenés à avoir de la violence urbaine. On le voit ici en Belgique. Hein. Vous avez le triste record de par habitant d'avoir le pays qui a le plus de viols collectifs au monde. J'ai découvert ça pour le livre qui sort en mars, donc de viols sur femmes. Hein. Et c'est un triste record, ça. C'est étonnant. Pourquoi en Belgique? Qu'est-ce qui se passe? On voit de plus en plus de pillages, et malheureusement, lorsque justement ces chaînes d'approvisionnement complexes, elles vont commencer à avoir des tensions, et je crains personnellement qu'il va y avoir des mouvements de panique. Et les mouvements de panique, ça fait que les gens se ruent dans les supermarchés. On le voit, on l'a vu à Los Angeles, on l'a vu à New York l'année dernière avec l'ouragan Sandy. On peut aussi voir des révoltes urbaines qui dégénèrent très très vite pour des questions de territoire. Hein. C'est pas juste « ah j'ai envie de brûler des voitures ». C'est organisé, c'est le système qui gère la drogue dans un quartier qui veut surtout pas que la police vienne. C'est son quartier, faut pas déconner. Alors, si ça dégénère vraiment, et si l'État, ce que je pense malheureusement, ou heureusement, on ne sait pas, mais enfin à mon avis ça va être chaud, donc ça va être malheureusement, va disparaître dans ses fonctions régaliennes de maintien de l'ordre, on va avoir, comme ce qui s'est passé dans beaucoup de pays, des milices qui se forment automatiquement. Des gens qui se disent, bon bah, maintenant on va gérer notre quartier. Alors quand c'est une milice du quartier qui va se dire, bah, alors je sais que la milice est interdite en Belgique, mais enfin c'est pas parce que c'est interdit que ça va pas arriver. Je dis pas que je veux que ça arrive, hein, je précise, au regard de la loi belge. Mais ça risque d'arriver, c'est arrivé en Yougoslavie, c'est arrivé pendant l'effondrement de l'Union soviétique, etc. Ça peut vouloir dire des guerres régionales, ça peut vouloir dire des guerres entre ethnies, entre régions linguistiques, ça c'est des trucs qu'il faut faire gaffe. Mais pour moi, ça veut surtout dire les gangs de crimes organisés qui vont probablement, eux, qui sont déjà prêts, parce qu'ils ont les armes, ils ont le sang-froid et ils n'en ont rien à foutre devant. Donc ils sont prêts à prendre le contrôle. C'est déjà arrivé. En Russie, il y a eu ce problème dans les années 90. C'est ce problème qui commence à y avoir au Mexique, dans l'Amérique latine, etc. Ces gens sont puissants, ils sont là, ils sont déjà ici, ils sont peut-être parmi nous ce soir. Donc, je pense pas. Mais voilà, eux, ils s'en foutent du pic de pétrole. Mais le jour où il n'y a plus de flics, ils prennent le pouvoir. En tout cas sur le quartier. Après,
Ensuite, si vous transformez en prostituée ou en soldat, ça c'est vous qui voyez après, mais ils vont le faire. Parce que c'est pas exactement des gens sympas. Hein. Pour ceux qui sont d'origine italienne, vous savez comment c'est dans le sud de l'Italie. C'est pas, bon, ouais, c'est un système d'assurance, mais si vous payez pas... Et là, ça va plus être, tiens, on va vendre de la drogue. C'est, toi, tu te prostitues, toi, tu deviens garde du corps, puis point. Et si tu n'es pas d'accord, on te tabasse. Enfin, vous savez comment ça fonctionne, quoi. Enfin, j'espère que vous ne savez pas, mais c'est violent, quoi. Ou alors, ça peut aussi dégénérer dans des nettoyages ethniques. C'est possible. Alors, qui nettoie qui, ça, je ne sais pas. Mais c'est pas bon. Et enfin, très vite, c'est les problèmes liés au manque d'eau propre. Et c'est là où on a le grand tueur dans l'histoire de l'humanité, c'est pas les guerres, c'est la maladie. Le grand tueur, c'est ce qui vient après qu'on ait foutu le bordel. Nous, en tant que petits humains, tout fiers de nos petits doigts, après avoir fait les guerres, c'est la maladie qui arrive. La grippe espagnole, c'est après la Première Guerre mondiale. C'est ça le grand tueur dans l'histoire. C'est la peste, c'est ce genre d'épidémie. Ça, c'est ce qui pendait à toute crise économique. Hein. Mais bon, ça va, bien déprimé? Deuxième question qu'il faut vous poser, la première c'est comment est-ce qu'on va réagir? Peut-être que vous pensez qu'on va réagir mieux. Moi je pense qu'on va réagir mal. Deuxième question que chacun d'entre nous en tant qu'individu doit se poser à un moment, pas forcément ce soir, peut-être demain, dans une semaine ou autre, c'est est-ce qu'on veut s'en sortir de ce bordel? Est-ce qu'on veut survivre? Alors, mon idée personnelle, l'idée que j'ai développée dans mon coin, c'est que j'ai repris un concept qui existait déjà, mais je l'ai un peu développé. L'idée, c'est d'avoir ce que j'appelle une base autonome durable. À la limite, on s'en fiche de la définition, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un moment où on ne va pas pouvoir être mobile, on ne va pas pouvoir être nomade. À un moment, il va falloir s'enraciner pour dire, voilà, ça c'est ma terre, ça c'est là où j'habite, ça c'est mon peuple, c'est les gens avec qui j'ai envie de vivre. C'est pas forcément racial, hein, on s'entend bien quand je parle de peuple, c'est pas un Reich, un Volk, un peu, hein, c'est pas ça. Voilà, c'est mon quartier, c'est mon village, c'est ma région, c'est peut-être mon pays si on arrive à être fort. Autonome, parce que ça veut dire qu'on n'est plus dépendant, on devient indépendant, on n'est plus dépendant des systèmes d'approvisionnement. On n'est plus dépendant de 50 000 camions et de navires qui nous apportent la bouffe tous les jours dans le supermarché. On n'est plus forcément dépendant de centrales nucléaires qui sont en France, qui amènent l'électricité en Belgique, la nuit, puis le jour. Enfin, c'est très complexe tous ces systèmes. Être au maximum indépendant de ces systèmes, donc autonome. Et autonome pendant la durée. Être autonome pendant 10 jours, c'est bien. En cas de crise, si demain il y a une inondation, si demain la Meuse déborde, et puis que vous ne pouvez plus vivre à Liège, vous devez aller dans des tentes, dans les collines. Bon, bah, ok, bah, vous avez de quoi vivre pendant 10 jours, 1 mois, 3 mois. Après, vous revenez. Ça se travaille. Ça, j'en parle dans le livre aussi. Ça c'est quelque chose qu'on doit pouvoir réfléchir. Et c'est probablement la première étape. Mais il faut pouvoir imaginer que dans la durée, on va pouvoir vivre de manière autonome. Donc, ces trois mots, en fait, ils s'imbriquent pour donner un concept d'endroit enraciné, autonome, durable. Base autonome, durable. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être votre maison à la campagne. Ça peut être votre maison, la maison de votre grand-mère, ça peut être votre pavillon de vacances, j'en sais rien. Chacun fait un petit peu comme il peut, comme il le sent, en fonction de ses moyens. Ça peut être votre maison pavillonnaire que vous maximisez par rapport, je vous en parlais de comment, de votre capacité à être justement autonome, etc. Alors évidemment, ça devient de plus en plus dur dans la ville. Mon deuxième bouquin, ça parle de la ville. Alors évidemment, si vous habitez là, c'est un peu plus dur que si vous avez une super maison quelque part dans les Ardennes ou au centre de la France, par exemple. Alors, j'en connais, alors ça c'est un type, il y a même la version low cost. Parce qu'on me dit toujours, oui, mais c'est cher. Il y a des millions de manières de faire. Il y a même des gens qui se sont mis avec une roulotte dans un terrain qui a dû leur coûter 500 €. Et bon, ben voilà, ils vivent comme ça. Alors, est-ce que c'est le super luxe? Non. Mais c'était leur moyen de se débrouiller. Et puis, c'est un type super sympa, il se débrouille bien. Voilà, donc ça peut être aussi la version maritime. Ça peut être une péniche, hein, ça peut être... Alors bon, moi je suis moins fan de l'aspect nomade, parce que le potager là-dessus ça va être difficile, mais enfin bon, on peut aller dans différents... Enfin, c'est possible. Alors ensuite, la question c'est où? Alors évidemment, ici en Belgique, vous avez un problème, c'est que vous êtes une des régions les plus denses du monde. Donc, il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire beaucoup de gens énervés. Donc,
c'est un facteur important, il faut tenir compte de ça. En même temps, vous n'êtes pas des peuples super violents à la base. Donc, ça, c'est un problème d'ailleurs. Ça peut être un avantage dans cette situation-là. Donc, c'est sûr que cette région de l'Europe, c'est pas une région géniale, quoi. Il faut faire gaffe. Parce que ça, c'est génial, vous prenez aussi les cartes de nuit pour voir où vous êtes. Et là où il y a beaucoup de lumière, bon, c'est vrai que vous exagérez avec les... Vous avez changé avec les étoiles, hein, parce que dans le temps, tout est illuminé comme un sapin de Noël toute l'année. Vous avez un peu baissé maintenant, non? Ouais, c'est normal. Ça coûte cher. Mais enfin bon, la région Bruxelles-Antwerp, c'est quand même du monde. Hein. Alors, ça, c'est un point important. Quel que soit votre choix d'endroit ou de façon de faire, etc., j'explique tout ça dans le détail, mais il y a 7 éléments importants dont il faut tenir compte pour être autonome dans la durée. Il y a 7 points. Le premier, c'est l'eau. Sans eau, vous ne tenez pas 3 jours. Et l'eau, elle doit être propre, elle doit être potable. Donc l'idée, c'est qu'évidemment, l'idée, c'est d'avoir une source. Moi, personnellement, dans ma ferme, donc, moi, j'ai un peu quitté une carrière très bien payée, machin, tout ça, pour un peu me mettre un peu au vert. Je me suis acheté, j'ai tout vendu pour acheter une ferme, etc. Et un des critères, c'était avoir de l'eau. Donc j'ai 2 sources. Et c'est fondamental d'avoir l'eau, donc toute l'eau que j'ai dans la maison, elle est canalisée depuis la montagne, dans les sources, etc. Donc ça, c'est fondamental. L'eau, elle doit être filtrée, purifiée. Donc il ne suffit pas simplement de boire de l'eau du puits, parce qu'on n'est plus habitué à ça, on va juste passer une nuit à chier, si je puis dire. Donc il faut avoir de l'eau propre, pour éviter de tomber malade, etc. C'est un truc tout simple, mais on l'a oublié. Donc pour ça, il faut s'équiper de filtres. D'ailleurs, je crois que dans cette salle, on a l'importateur européen des filtres que je préfère, qui sont des Berkey, qui sont géniaux, qui sont idéaux pour une maison. Il est là-bas au fond. Encore, voilà. Donc parlez-lui, il vous fait un prix en plus. Non, mais c'est vraiment bien. Donc vraiment avoir cette idée de comment est-ce que là où vous habitez ou là où vous vivez, vous êtes autonome pour l'eau. C'est le premier point. Est-ce que ça va être des citernes? Est-ce que ça va être... Il faut vraiment réfléchir à ça, parce que l'eau qui sort du robinet qui est propre, je ne suis pas sûr que ça va durer et que c'est garanti pour toujours. Alors c'est bien d'avoir un peu d'eau dans des bouteilles au cas où il y a une coupure. Il va y avoir ça de plus en plus souvent. Ensuite, ici, en Belgique, l'eau, a priori, c'est pas votre problème. Il pleut beaucoup, vous avez beaucoup de rivières, donc filtrez, purifiez, parce que bon, il ne faut pas boire l'eau de la Meuse comme ça. Moi, je pense que vous le savez. Mais enfin, voilà, en fait, c'est gérable. C'est gérable si vous êtes prévoyant, si vous le préparez maintenant. L'eau, c'est pas un problème si vous prévoyez le truc. Et si beaucoup de gens sont prêts au niveau de leur eau, bah, ça pose moins de problèmes à la collectivité, donc il y a moins de chances que le système qui approvisionne l'eau se viande, ou alors s'il se viande, c'est moins grave. Vous voyez l'idée? Okay. Ça, c'est l'eau. Deuxième point, c'est la nourriture. La nourriture, évidemment, fondamentale. Et là, bah, il n'y a pas 36 000 solutions. Si le supermarché il a des problèmes et qu'il n'est plus approvisionné, et en plus la qualité de la nourriture elle est extrêmement mauvaise, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est que vous fassiez votre propre nourriture. Ça peut être votre potager à vous, personnel, dans votre jardin, dans votre maison. Sur le balcon, c'est limité, mais ça existe. Ça peut être de redécouvrir les jardins familiaux et les jardins urbains. C'est quelque chose qui se fait donc de plus en plus à travers le monde. De plus en plus, on revoit la mode, qui est une mode importante. Je pense que vous en avez beaucoup. Peut-être vous les appelez les jardins ouvriers en Belgique. C'est quelque chose qu'il faut absolument pousser. Et c'est là où d'ailleurs, on en reparlera dans le point 7, mais faire de la politique locale, c'est pas idiot du tout. C'est quelque chose que peut-être vous pouvez faire. Pourquoi pas devenir conseiller municipal ou aller faites du lobbying auprès de vos élus locaux pour que dans votre village, dans votre quartier, etc., au lieu de construire des barres d'immeubles pour faire venir encore 50 000 personnes supplémentaires de Suède, eh ben vous fassiez du jardin. Non mais vraiment c'est important. Et ça, vous pouvez le faire dès maintenant. Alors c'est du boulot, je vous assure, j'ai mal au dos des fois. Et c'est pas facile, il y a des années plus difficiles que d'autres et ça. Enfin, voilà, on peut y arriver, et surtout, ben, voilà, penser aux graines. Là aussi, on doit réapprendre que la nourriture, ça ne pousse pas dans des boîtes, les œufs, ça ne sort pas dans des petites boîtes, il faut ça sort de la poule. Bref, ça demande de se réapproprier le minimum d'agriculture. Encore une fois, des choses que nos grands-parents, ou nos arrière-grands-parents considéraient totalement normales, et qui ont fait que, d'ailleurs, les gens qui, pendant les crises comme la crise de 14-18 ou de
45, les gens qui étaient dans la campagne, ils n'ont pas trop souffert de ces périodes-là. Ils sont même vachement enrichis. Mais les gens qui étaient à la campagne, ça va. Les gens qui étaient à Anvers ou à Bruxelles, ils sont pris les bombes et en plus, ils devaient négocier avec les Allemands, quoi. Donc, ils n'avaient pas bouffé. Donc, c'est pas évident. Donc, réapprendre à ce que c'est que les graines, réapprendre pourquoi pas avoir votre production propre de protéines. En plus, ça commence à être de la viande raisonnablement intéressante. C'est pas du poulet qui a fait 10 000 km ou du bœuf fait avec du cheval ou des choses comme ça. Enfin, là, on commence à revenir sur ce que c'est que vraiment une nourriture saine. Ça peut vouloir dire la pêche, ça peut vouloir dire la chasse, ça c'est moi. Ça peut vouloir aussi dire avoir des stocks de nourriture. Ça, par exemple, c'est des trucs à moi, mais dans ma ferme, mais apprendre à faire vos propres conserves. D'ailleurs, moi, je suis passé au point où maintenant, je n'achète plus de conserves, mais j'essaie de faire les miennes. Alors, j'arrive pas encore à avoir suffisamment de production, mais voilà, je suis en train d'essayer de pousser vers ça, donc, avec mes bocaux et tout, pour avoir un minimum de prévoyance, au cas où vous êtes en situation de crise, puis que vous n'êtes pas totalement prêt au niveau du potager, au moins vous avez de quoi manger. Ou si votre potager il plante, parce que cette année-là, les pommes de terre, elles ont été bouffées par les dorifores, ben, vous avez quand même des stocks. Sinon, c'est dur. Donc, réapprendre la prévoyance traditionnelle, la sagesse de nos ancêtres qui savaient le faire très bien. Troisième point, l'hygiène et la santé. On change ? Oui. On change. Voilà. En fait, troisième point, l'hygiène et la santé, je le reprends encore. Ça va jusqu'à présent ?